sur mesure pour les pros, tel est le pédigré des nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces, deux nouvelles puces surpuissantes et économes, M1 Pro et M1 Max, le retour d'une connectique injustement disparue et par contre un nouveau design plus épais et plus lourd, ou encore une curieuse encoche au sommet de l'écran qui étonne. Bref, pour ou contre les nouveaux MacBook Pro, débat. Bonjour à toutes et à tous, vous regardez On refait le Mac, alias ORLM, très heureux de vous retrouver pour notre débat tech hebdomadaire. Il vient tout juste d'arriver dans le studio dont On refait le Mac, le MacBook Pro 14 pouces. Il est à côté de notre invité cette semaine, un designer, Jean-Louis Fréchin. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Jean-Louis, tu es le fondateur de l'agence No Design, tu es enseignant, tu as formé de nombreux jeunes talents au design, dont certains ont été chassés par une société au logo à la pomme croquée. Je n'en dirai pas plus. Compagnie fruitière. Compagnie fruitière, dans laquelle Forrest Gump a investi il y a quelques années déjà. Autre chroniqueur, mon ami Laurent Vantanage. Bonjour Laurent. Bonjour tout le monde. Tu es à côté, tu veux partir avec. C'est le tien, donc tu peux partir avec. Je partirai avec. Voilà, parce qu'on a eu la chance que tu as pu nous l'amener arrivé juste à en temps, parce que celui d'Apple n'arrivera que demain. Donc on a pu quand même bricoler une émission pour vous ce soir. En duplex, Stéphane Zibi de Ionix. Bonjour Stéphane, est-ce que tu as reçu le tien? Non, pas encore. Non, mais il suffit de demander. Tu demandes à Laurent Pantanage. Il a des relations chez Apple et il a reçu en temps et en heure. Il vient tout juste de recevoir lui ses MacBook. Laurent l'a connecté. Laurent l'a acheté le jour de l'annonce. Ouais, au moment du direct. Au moment du direct. Il vient tout juste, lui, de les recevoir, ses MacBook Pro, M1 Pro et M1 Max, en duplex de Lausanne, monsieur Didier Poulicani de Mac Forever. Bonjour Didier. Et oui, Olivier, j'en ai reçu 3, mais pas le mien. Moi, je suis comme Stéphane, parce que j'en ai commandé un gros et je ne l'ai pas encore reçu. Et sinon, je suis ravi de faire l'émission avec Jean-Louis et j'ai hâte de voir ce qu'il va nous dire de ce design un petit peu brique de maison, tu vois. Ouais, je pense qu'il est un petit peu déçu. Non, je plaisante. Vous allez voir qu'il est plutôt enthousiaste, mais on est assez partagé. Allez, on enchaîne tout de suite avec le sondage de la semaine. Justement, c'était la question qu'on vous a posée. Quelle était l'avancée la plus notable des nouveaux MacBook Pro, M1 Pro et M1 Max? Vous étiez sans surprise 63,4% répondent. Bien sûr, la puissance. On va consacrer une bonne partie de l'émission parce que cette puce vraiment nous étonne. La connectique, 15,3%. L'autonomie, seulement 9,3%. Et enfin, l'écran mini LED, 11,8%. La puissance est donc le point majeur de cette nouvelle génération de MacBook Pro. On va donc s'intéresser à cette nouvelle génération de puces, les M1 Pro et les M1 Max, tout de suite après le jingle. M1 Pro et M1 Max, est-ce une révolution? Alors, gros plan sur les M1 Pro et le M1 Max. Et le M1 Max, c'est dur à dire. Comparé au M1 apparu l'an passé, quelles sont les différences, mon cher Laurent? La puissance. J'entends bien. Mais quand même, on reste sur du 5 nanomètres, on est d'accord? Oui, tout est en 5 nanomètres, les deux sont identiques. C'est ce qui fait la spécificité de TSMC. On a 33,7 milliards de transistors pour le M1 Pro. 33, waouh. Ouais, alors qu'on en a presque 60, on en a 57 milliards sur le M1 Max. Ouais, donc par rapport au M1, le M1, c'était seulement 16 milliards. Donc tu vois, on a un sacré écart. Avec en plus, on en a parlé donc la semaine lors de la présentation. Le M1 Pro dispose d'un CPU de 8 cœurs avec 6 cœurs haute performance et 2 cœurs. Alors, il y en a qui disent basse performance mais haute efficacité, donc du coup, énergétiquement, c'est meilleur. Contre 4 cœurs à haute efficacité énergétique et 4 cœurs haute performance que l'on avait dans le M1. Ouais. Et vraiment, la force des M1 Pro et des M1 Max, c'est leur GPU désormais. Oui, c'était la limite, et on en avait parlé, on avait trouvé plein de limites. Les limites, c'était le nombre de ports pour le Thunderbolt, donc les écrans externes, le GPU qui était très limité, donc il y avait énormément de limites. Là, on a un GPU de 14 cœurs contre 8 pour le M1. On a le Neural Engine qui est identique de 16 cœurs, mais selon le modèle que l'on prend, on peut avoir quelques différences. On va y revenir. Oui, tout à fait, juste après. On a 200 gigaoctets par seconde de bande passante pour les transferts de mémoire. Mazette. Et c'est là où on rentre dans le cœur du sujet, c'est que quand on a
eu le M1 Pro, on s'est dit waouh, la machine Pro. Non, la machine monstrueuse, c'est comme s'ils avaient fait un Pro Max. Bon, il l'appelait juste Max, hein, et là, il double le nombre de cœurs avec 32 cœurs au compteur, une bande passante pour la mémoire de 400 gigaoctets par seconde. Et donc, tu vois, on se retrouve 400 gigaoctets. On n'avait jamais eu la chance de voir ça sur un MacBook Pro. Ce sont quand même de sacrées performances. C'est pour ça que je commence en Ouais, disant c'est la des performance. c'est des perfs, je parle sous le contrôle de notre ministre des cartes graphiques, à savoir, pour spoiler nos amis de POA, monsieur Didier Policani, hein. C'était vraiment des performances réservées aux grosses cartes graphiques, Didier, PC type Nvidia ou encore le Mac Pro, hein. Sur le Mac Pro, c'est une Radeon W500 5700X. Ouais. On est à 449 gigaoctets par seconde, et bonjour la tête de la carte graphique, hein. Voilà, donc ça laisse rêveur, hein. Oui, oui. Et puis surtout, là, on a de la mémoire unifiée, donc tu n'as pas besoin de faire l'aller-retour entre la RAM et la mémoire vidéo. Donc en fait, tu gagnes un petit peu sur tous les tableaux. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant. On avait quand même la GDDR5 dans la 5600, là, des derniers MacBook Pro qui étaient quand même très rapides, donc qui avaient à peu près ces débits-là. Mais c'est vrai qu'en fait, on va le voir après, hein, on va parler des performances. Mais ce qu'a fait Apple, c'est quand même du très très beau boulot sur la partie GPU. Ouais. Vous l'aurez compris, ce soir, on ne va pas vous faire un test, hein, du MacBook Pro parce qu'on l'a reçu il y a quelques heures et puis on aura plusieurs émissions pour le détailler. Mais on essaie vraiment de vous faire comprendre les spécificités, les différences par rapport à la version précédente Intel, l'impact que ça va avoir par rapport au monde du PC, du Mac en général, et véritablement le fossé que ça va creuser par rapport aux autres générations de Mac, et en clair, savoir s'il faut l'acheter ou pas, et ce assez rapidement. Une différence de taille quand même, les amis, par rapport aux autres générations de puces concurrentes, notamment du monde PC et d'Intel, c'est qu'on parle désormais de mémoire unifiée. En quoi c'est différent, la mémoire unifiée? Qui veut en parler? Stéphane, Laurent? Bah, je sais pas, Didier a commencé. Moi, je veux bien en parler rapidement pour l'introduction. Mais en fait, avant, on avait deux composants. On avait d'un côté le CPU, hein, donc le processeur, et de l'autre côté, on avait ce qu'on appelait les cartes graphiques. On ne parlait pas de GPU à l'époque, on parlait de cartes graphiques, mais c'est-à-dire qu'il y a une partie du traitement, principalement de l'image, qui était déportée dans une carte séparée. Là, cette puce qu'on Ouais, on appelle voit sur l'image, regarde. ouais, qu'on appelle un SoC, hein, donc c'est-à-dire qu'en fait, il y a tout un système où on a et le CPU, ce qu'on appelait le CPU, et le GPU, c'est-à-dire la dimension graphique, et en fait, la mémoire, elle est partagée entre ces deux éléments. Donc du coup, ça fait que là où Tout avant... est sur le même Oui. bout de silicone, en fait. Exactement. Là où avant, tu devais sortir du processeur, aller faire un petit bout de chemin électronique, aller discuter avec une carte, en fait, aujourd'hui, tu le gagnes. Alors, bien sûr, hein, il y a des détracteurs qui disent oui, mais on avait plus de puissance avec des cartes plus grosses à l'extérieur. Sauf que, comme le disait très justement tout à l'heure Didier, en fait, tu gagnes en distance. C'est-à-dire que, à la fois, tu gagnes en transfert de mémoire parce qu'elle est juste à côté, quoi. Elle est vraiment. Et ils se la partagent, quoi. Et ensuite, elle est juste à côté. C'est-à-dire on va parler tout à l'heure de la Oui, taille des puces. Ouais. C'est-à-dire que. Il faut imaginer que quand avant, tu avais un fil même de cuivre et d'or. Un bus, hein. Oui, un bus qui faisait, mais ne serait-ce que 5, 6, 7 cm, ben ces 7 cm, il fallait les parcourir, quoi. Tu vois, j'ai la vitesse. C'est Là, ça, un goulet d'étranglement, souvent. exactement. Et là, on se retrouve sur quelque chose qui est à quelques nanomètres, tu vois, de distance. Voilà, et on retrouve sur ce moniteur donc tout ce bout de silicone, tous les éléments dont on a besoin au quotidien pour travailler, notamment pour les pros, hein. Donc tu l'as dit, le CPU, le GPU, la mémoire, donc qui est unifiée. Donc on n'a pas besoin de mettre la mémoire dans la carte graphique, plus dans la mémoire, la CPU, ils se partagent et c'est instantané. Si on a besoin de beaucoup de mémoire pour la carte graphique, eh ben, on va en priver un petit peu le CPU, c'est pas grave, et vice versa. Et on retrouve en plus, ça c'est la spécificité de la puce d'Apple, le Neural Engine. On va voir que on a un scoop avec notre ami Laurent tout à l'heure autour du Neural Engine, le contrôleur Thunderbolt 4, le Media Engine, c'est très important, Media Engine, on va vous en parler également, la mémoire cache, la puce T2, vous savez, pour la sécurité notamment, et la capacité à gérer plusieurs moniteurs, qui n'est plus une puce T2 maintenant, qui est intégrée maintenant. Avant, elle a été déportée, hein, elle est intégrée au cœur du SoC. Didier, une réaction, Stéphane, une réaction par rapport à ce choix de design, et par rapport et en gros, qu'est-ce que peuvent dire la concurrence aujourd'hui par rapport au choix d'Apple? Mais tu sais qu'Olivier, Intel a fait un peu ça
avec ils avaient des GPU intégrés qui partageaient la mémoire. Donc Apple a pas entre Oui, ils ont rien guillemets inventé, bien sûr. voilà, ça existait déjà, sauf que c'était quand même beaucoup moins performant, que ça consommait aussi beaucoup plus. Là, vraiment, ce qui est incroyable, c'est qu'ils ont mis, on va le voir après quand on va parler des performances, mais en gros, ils ont des cartes qui sont aussi performantes que des cartes dédiées. Et tout est rassemblé au même endroit. Et c'est ça qui est vraiment très très fort. C'est-à-dire qu'avec, par exemple, les GPU intégrés Intel, tu avais, je sais pas, quelque chose comme 15%, 20% d'une très grosse carte graphique. Et là tu as 100%. Ah, Donc mais c'est ça, vraiment, ouais. ils ont été à la fois bons sur le design, où ils pouvaient faire ça, tu vois, ils pouvaient se permettre de mettre tout ça au même endroit, aussi parce qu'ils ont de la gravure à 5 nanomètres, qu'ils ont une technologie basée sur ARM qui consomme aussi beaucoup moins d'énergie, parce qu'en fait, quand tu mets tout au même endroit, tout chauffe aussi au même endroit. C'est un peu le problème qu'on avait chez Intel, c'est qu'au bout d'un moment, dans des petites structures, tu vois, tout se met à chauffer, ça ventile énormément. Et là, ils peuvent se permettre donc de mettre plein de cœurs graphiques sur un tout petit espace, ce qui est assez inédit, ce qu'ils faisaient déjà donc avec les iPhones et les iPads depuis de nombreuses années aussi. Ouais. Stéphane, donc là, au-delà, il ne s'agit pas de faire sortir le décimètre et savoir qui est la plus grosse quéquette entre Apple et Intel, pardonnez-moi l'expression, mais plutôt de se dire que les choix de design d'Apple leur permettent d'offrir de la puissance, mais surtout d'être relativement raisonnable en termes de consommation énergétique. C'est ça vraiment qui est intéressant. Oui. Ben, de toute façon, il y a dans la présentation, vous vous souvenez que les comparatifs n'ont été faits qu'avec des modèles Intel. Le plus gros modèle d'Intel de Mac, on n'a pas fait avec des PC, des surfaces ou je ne sais quoi. Et donc, ils sont fiers de la puissance, ils sont fiers de l'architecture et ils sont conscients que la première cible qu'ils vont avoir, d'ailleurs, ça va être les acheteurs de Mac d'avant. Et après, ils vont gagner des parts de marché, en tout cas, je l'espère, pour eux, dans le monde PC. Mais c'est vrai que là, on est sur quelque chose qui est complètement nouveau, historique. Et je parle même pas, là, on parle que de l'architecture, de l'ordinateur, de sa puissance. Mais je parle après pour les développeurs, comment ça va être derrière. Et c'est sûr que là, on est sur une nouvelle histoire de l'informatique. Franchement, pourtant, Dieu seul sait que je dis parfois des choses parfois pas très aimables sur cette société-là, mais là, aujourd'hui, force est de constater qu'on a quelque chose qui va être en avant-garde pour les autres constructeurs, et je pense que, grosso modo, on est à la première étape Une révolution, c'est le titre ouais, de une ce révolution, chapitre, ouais. on peut le Voilà, dire. tout simplement. On va parler d'architecture, mais architecture processeur, Jean-Louis Laurent, en adoptant une architecture SoC, SoC, Apple a pu dessiner une puce en intégrant vraiment sur mesure ses besoins. C'est ça qui est remarquable finalement. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas tellement de se dire waouh, ils ont construit la puce la plus puissante du marché, mais ils ont pu regarder ce dont avaient besoin leurs utilisateurs, et va être un peu le fil rouge de cette émission. C'est-à-dire qu'Apple a vraiment construit une machine qui correspond aux besoins de ses utilisateurs. Et on commence par la puce en mettant des petits composants propres aux besoins. Et par exemple, le Media Engine pour la vidéo, c'est pour le moins génial. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je vais rester bouche bée. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a des sociétés qui travaillent comme ça sur des SoC, sur des systèmes on chip et qui intègrent finalement des fragments de carte mère complets depuis très longtemps. En France, Parrot a son SoC depuis très longtemps, et les drones grand public, c'est né grâce à ARM et à la maîtrise des systèmes on chip avec le domaine de vol, le domaine photographique et puis la puissance pour opérer tout ça dans des composants spécifiques. Donc les grands industriels de l'informatique avec des composants, le processeur, la carte graphique, les cartes mères, la mémoire, enfin tout, bon, on a optimisé, mais l'étape d'après, la vraie révolution, comme le dit Stéphane, c'est tout à coup de casser l'architecture du PC tel qu'on la connaissait en l'intégrant encore plus sur ces fameux systèmes on-chip qui étaient par ailleurs utilisés depuis longtemps. Donc il y avait quelques feedbacks, mais qui étaient plutôt spécifiques et dédiés pour des domaines particuliers. Il y en a dans les avions de chasse, par exemple, etc. Là, tout à coup, on en fait le cœur de machines extrêmement génériques. Ça, c'est intéressant. On revient un instant sur le Media Engine, Laurent. C'est un bon exemple des facultés d'Apple à concevoir une puce qui répond vraiment à des besoins bien précis. Et la différence se fait très nettement par rapport à la concurrence. C'est ça. Oui, mais même par rapport à Apple. Apple, avant, c'était un bout de puce séparé, quoi. C'était un bout de puce qui finalement allait donner une fonction. Et là, en l'intégrant, il se retrouve à gérer la sécurité, le décodage du H264 à la volée,
Et du coup, ils arrivent à finalement se dire, on a fait, tu sais, c'est un peu, tu sais, des fois en automobile, tu dis ah j'aimerais bien ça, j'aimerais prendre ça de telle voiture. En fait, ils ont fait leur voiture de rêve. Ils se sont dit et là où on avait atteint des limites, et c'est là où je suis d'accord avec toi, c'est que avant on le faisait dans des domaines spécifiques. Par exemple le drone. Donc le drone, tu parlais, le domaine de vol, la stabilisation, il y avait toute une série de choses. Donc du coup, tu faisais ta puce qui avait. Là finalement, on est sur un domaine, l'informatique, et en tout cas l'ordinateur tel qu'on le connaît, ça fait 40 ans, je dirais depuis le début des années 80, ça fait 40 ans qu'on a ces ordinateurs. Et là, ils arrivent et on a l'impression que ils ont pris le meilleur de ce qu'on pouvait faire avant, y compris ce qui avait échoué. Quand avant tu disais chez Intel, j'ai une puce où tout est intégré, c'était sur des machines pas chères, quoi. C'est parce que tu voulais faire un petit ordinateur. Et là, tu arrives avec une machine ultra haut de gamme, Voilà. et ils ont réussi à faire ça. Pour moi, la révolution, elle est là, quoi. Ouais. Didier, pour le Media Engine, c'est également un bon exemple. Et c'est vrai que le résultat était assez étonnant, hein. Pour avoir l'équivalent, il faut aller chercher un Mac Pro. C'est-à-dire qu'il y a sur le M1 Pro je dirais un composant intégré, hein, qui assure de tous les traitements Media Engine, donc tous les traitements notamment vidéo et ProRes, la sécurité qui était avant intégrée dans la puce T2. Et en termes d'efficacité, c'est remarquable. Et on obtient des performances qui sont réservées en ProRes, hein, qui est le traitement vidéo Didier des pros. Gérer jusqu'à 30 flux de vidéo 4K, ProRes, 7 flux de vidéo 8K. Tu vas jeter ton Mac Pro? Alors, en fait, c'est marrant parce que c'est un peu le retour, tu te rappelles, au tout début de l'informatique, il y a ce qu'on appelait des coprocesseurs. Ouais. En fait, aujourd'hui, Apple fait des choix. C'est-à-dire que là, par exemple, ils ont mis énormément le paquet sur la vidéo, effectivement, dans leur Media Engine, parce qu'ils se disent, voilà, notre public, il fait beaucoup de traitements vidéo, Bien de sûr. conversion vidéo, aussi tout ce qui est filtre photo, il y a tout un tas d'effets, de flou, voilà, qui sont, entre guillemets, accélérés avec le hardware, donc ils font des choix. Par contre, ils t'ont pas mis une carte son de malade. Ouais. Enfin, il y a plein de domaines qui sont laissés au bord de la route aussi, hein. Faut pas exagérer non plus. Juste aussi pour remettre un peu les choses à plat, Intel a aussi fait des très très bons systèmes de compression, décompression vidéo. Alors des fois, peut-être pas avec le ProRes, parce que le ProRes c'est Apple, tu vois, il faut payer une licence, etc. Ouais. Donc ils l'ont pas mis dans leur puce. Apple peut se le permettre aujourd'hui. Donc voilà, c'est ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours des choix qui sont faits. Et Intel avait aussi des très bonnes puces pour décompresser. Les cartes graphiques aussi, elles n'étaient pas toujours exploitées par Apple, hein. Faut pas oublier qu'Apple avait du hardware, mais des fois, elle s'en servait pas non plus totalement. Là, l'intérêt, c'est qu'elle gère tout. Elle gère le software, le hardware. Tu vois, elle a tout un panel aussi de clients qui sont assez ciblés. Et du coup, tous ces gens-là sont très contents. Après, tu sors un petit peu de ces métiers-là. Par exemple, Jean-Louis, il doit faire sûrement de la 3D. La 3D, c'est super d'avoir une puce surpuissante, mais des fois, tu aimerais bien avoir 4 puces, tu vois. Là, aujourd'hui, ils ont arrêté, par exemple, de mettre des GPU externes, ce qui te permettait de décupler la puissance de ta machine. Alors, peut-être que ça va revenir, hein, je sais pas. Mais tu vois, c'est quand même des choix. C'est-à-dire qu'on a des trucs super puissants et tout, mais c'est sur des domaines assez particuliers, quoi. Je vous rappelle ce chiffre qui est quand même assez étonnant en termes de traitement pur. Si vous faites de la vidéo, et pour nous, ici au sein du studio d'On refait le max, ça a une importance vitale, hein. Jusqu'à 30 flux de vidéo 4K ProRes et 7 flux de vidéo 8K ProRes. C'est des performances supérieures à un Mac Pro couplé à une carte accélératrice PCI Afterburner. Rien que la carte, aujourd'hui, vendue sur le site d'Apple, 2300 €, un prix supérieur au MacBook Pro. Donc c'est dingue. Par contre, messieurs, regardez la taille de la puce des M1 Pro et M1 Max. Elles sont beaucoup plus grandes que la puce M1 traditionnelle ou la puce de la concurrence. Alors, c'est intéressant parce que ces images-là ont inspiré un de nos fidèles viewers que tu as contacté, avec qui tu as échangé, Laurent. Ah oui, tout à fait. Donc en fait, lors des annonces, donc le 18 octobre dernier, très vite dans la soirée, j'ai reçu un message de Frédéric Crassa, qui était un de nos auditeurs et spectateurs, je ne sais jamais. Viewer. Ouais. Et il m'a dit salut Laurent, tu vas bien? Est-ce que tu as vu? On a l'impression que quand on regarde la radio, enfin en tout cas l'image que nous a montré Apple, on aurait deux Neural Engine. Et effectivement, quand on regarde la carte, on se rend compte que il y aurait. Alors, bon, on a un peu débattu. Est-ce que tu penses qu'Apple nous a montré la vraie carte ou pas la vraie carte? Ouais. Ensuite, il me dit, ce qui est étonnant, ce qui est intéressant, c'est qu'il a fait tout un travail d'enquête, et ils se sont rendus compte que finalement, dans la photo qui avait été montrée pour le M1, on va le revoir. Oui, la photo qui a été montrée pour le M1, quand des véritables radios faites par d'autres équipes que Apple, en fait, la radio était la bonne. Tu vois, quand je dis la radio, vraiment, c'est au sens donc rayon là, dans X. Le M1 Max, il n'y aurait pas un,
mais deux Neural Engine. Alors, du coup, un en haut qui est commun avec le M1 Pro et un en bas. ouais. Et pourquoi en bas? Parce Alors- qu'il a découvert un autre truc assez Alors, intéressant. donc du coup, il a commencé On garde l'image. à se poser des questions. Il a commencé à essayer de questionner tous les experts de la place au niveau mondial. Hein. Et pas mal de gens ont dit ah ouais, mais c'est vrai, c'est intéressant. Ah oui, mais et il y a plein de possibilités. Il y a des gens qui ont dit finalement c'est une façon de gérer comme on sait que c'est une partie de la puce qui chauffe beaucoup, c'est une façon de gérer la température et de décharger l'un par rapport à l'autre. Et une des hypothèses serait qu'en fait quand il le burn, il le grille sur un wafer, donc en fait c'est une galette ronde Ça ressemble un peu à une sorte de laserdisc. Ouais, voilà. Mais Un plein, gros laserdisc. CD géant ou carrément un panneau Ouais, un panneau photovoltaïque, tout à fait. Ouais. De toute façon, c'est du silicium, donc Mm. c'est assez proche d'un panneau photovoltaïque. Donc- Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la grande puce, elle fait à peu près un petit peu plus que 2 cm Ce qui est sur 2 énorme pour une cm, puce ce qui est quasiment 4 aujourd'hui. fois supérieur à la puce du M1, hein, Ouais, on le qui voit. faisait un peu plus de 1 cm sur 1 cm. Mais, et donc en fait, ils se sont rendus compte qu'ils ont dans ce qu'ils appellent des streets au milieu, c'est-à-dire qu'ils peuvent découper une puce. Qui est On vraiment, le voit d'ailleurs dans l'image. Si ouais, peut la on remettre. voit ces traits assez larges. Regarde, en bas, on voit Ouais. très bien que si vous superposez en gros le M1 Pro au sommet du M1 Max, vous avez une zone qui correspond aux puces graphiques supplémentaires plus un Neural Engine C'est ça. qui correspondrait au M1 Max. Tout Donc à fait. Et donc, la théorie, c'est une des hypothèses, hein, donc la théorie et à laquelle est arrivé Frédéric, c'est que potentiellement, quand ils flashent, hein, donc quand ils impriment, quand ils composent ce truc, c'est Avec les puces. un processus qui est très très compliqué. Les puces peuvent avoir des problèmes sur la partie basse et en fait ils peuvent se permettre de découper la partie basse et en découpant la partie basse d'un M1 Max, ça fait on un- obtient un M1 Pro. Et donc du coup ça veut dire qu'en fait ils se réservent la possibilité dans le processus industriel de ne pas perdre toutes les puces. Voilà. Il y a plein de choses, hein. On a eu un échange passionnant avec Frédéric. Et franchement Et on le je salue. le remercie parce que c'était passionnant. Il a dit une phrase qui m'a marqué, qui n'est pas de lui, hein. Il a cité la source, mais c'est intéressant. Il dit en fait que jamais aucun fabricant, et donc en fait TSMC en tant que fondeur, hein, c'est-à-dire n'avait produit autant de puces identiques. C'est-à-dire qu'en fait quand Intel fait des puces, finalement ils ont une quantité astronomique de puces. Tu vois, là finalement il y a assez peu de puces multipliées par un nombre qui est astronomique. Voilà, donc la discussion elle était très longue et c'était passionnant. Et donc pour vraiment vous faire comprendre la taille de ces puces, si on peut les revoir, c'est que le M1 Pro et le M1 Max, le M1 Max, ça monterait jusqu'à 2 cm de côté. Donc, un on peu est plus pas- même. Ouais, même un peu plus. Donc, on n'est pas prêt de le voir tout de suite dans un iPhone, surtout avec le dégagement de chaleur. Et donc, l'idée, c'est qu'on couperait ils pourraient se permettre de produire que des M1 Max et en fonction de leurs besoins, ils pourraient découper tout ce qu'ils n'ont pas besoin dans leur puce. Qu'est-ce que ça t'évoque, Didier, en tout cas, c'est un procédé astucieux industriel. C'est pas nouveau, hein. Ça a toujours existé dans le monde du silicium de découper des parties, de récupérer des cœurs chez Intel aussi. Mais Oui. c'est assez intéressant cette piste, Didier. Je sais pas ce que tu en penses. Non, mais tout à fait. En fait, c'est des choses qui existent depuis très longtemps. Intel s'en sert, AMD, Nvidia. En fait, ça leur permet de faire des segmentations de gamme sur des puces, par exemple, qui fonctionnent pas bien, qui n'ont pas bien été justement imprimées. Et par exemple, tu vois, t'enlèves un ou deux cœurs parce qu'il y a un ou deux cœurs qui marchent pas. Ou alors, des fois, ça leur coûte moins cher de faire 100 000 fois la même puce et puis de désactiver des cœurs. D'ailleurs, il y a des fabricants de cartes graphiques qui faisaient ça. Et puis, logiciellement, tu pouvais aller réactiver les cœurs, donc tu pouvais acheter le modèle moins cher et puis avoir quelque chose de plus puissant. Donc, ouais, en fait, Ça marche avec les voitures, purement industriel, mais par contre, c'est toujours pareil, hein. Tesla l'a fait avec ses batteries. Hein. Ouais. Oui, mais en fait, c'est même dans les Tesla, enfin dans plein de voitures aujourd'hui, tu as des composants qui sont pas activés. Et c'est assez amusant cette façon de faire parce que ça leur coûte moins cher de sûr. faire la même chose 100 000 fois, quoi. En tout cas, alors aujourd'hui, bon, évidemment, la concurrence du monde PC est un petit peu dans les cordes, hein, Jean-Louis. L'argument est notre ami Jean-Louis Gasset l'a aussi repris dans sa Monday Note. On le salue, il devait être avec nous ce soir, mais finalement, il n'a pas pu nous rejoindre. Ce sera pour une autre fois. L'argument d'Intel contre Apple est de dire, mais il ne faut pas faire de grandes puces. Et ils n'ont pas tort, parce que les grandes puces, d'abord, c'est coûteux à produire. Il y a beaucoup de déchets sur les chaînes de production. Il y a donc des risques. Et c'est vrai qu'ils ont été très surpris de cela. Il ne faut pas produire des... Et c'est un mauvais schéma. Voilà. Grande puce égale grand coût de fabrication plutôt qu'une force. Sur le côté, parce que moi je ne suis pas un spécialiste du silicium, mais je m'y connais un petit peu en industrie. Voilà. Le fabricant de puces à l'ancienne dit
aux fabricants de systèmes on-chip du nouveau monde, il ne faut pas que ça soit grand. Sauf qu'il y en a un qui fait des fragments de carte mère intégrés Oui. et l'autre qui fait Et des puces. des composants qui doivent se connecter à des bus pour parler. Donc, il faut comparer ce qui est comparable. Et ce qui est intéressant dans Apple, c'est que vous connaissez tous les unibody, ces machines donc en alu révolutionnaires qui ont remplacé les alubooks, dont celle-ci On en a une devant, est dérivée. Et pour un design, on a toutes les solutions techniques possibles. C'est-à-dire, on a une chaîne qui est toujours la même pour la finition, pour les parcours d'outils externes, etc. Et puis, en fonction de ce qu'on met dedans, on change l'emplacement de la carte mère. C'est un peu le même, le même principe. C'est la différence qui coûte cher. Plus on est unique, et plus on arrive à être rentable. Alors, regarde, une question très précise, elle sera peut-être pour Didier et Stéphane, qu'on a moins entendu. Une question de Mohamed Valsan. Avec ses puces M1, M1 Pro et M1 Max, Apple a mis une sérieuse claque à la concurrence, c'est le moins qu'on puisse dire. Encore une fois, ce n'est pas sur la puissance brute, on va en parler dans un instant, mais sur la philosophie, et sur le schéma et sur l'architecture de cette puce. Selon vous, combien de temps faudra-t-il à cette dernière pour s'en remettre, Didier ou Stéphane? Moi, je dirais que c'est surtout une histoire d'intégration, en fait. Parce que je le vois là en faisant du montage, en fait, tu arrives à avoir des fois des performances assez voisines avec du bon matériel Intel, mais c'est moins fluide, tu sens qu'il y a moins de travail d'optimisation qui a été fait sur l'architecture Intel. Alors, est-ce que c'est Apple qui a moins bossé ou est-ce qu'il maîtrise un petit peu mieux les composants? Mais en tout cas, c'est quelque chose qui risque d'être difficile parce que tu vois, quand tu as Microsoft, Intel, plus encore les assembleurs là au milieu, c'est pas évident de faire. Mais on a un peu le même problème sous Android. Sous Android, tu as beaucoup de composants qui sont un peu disparates avec des versions d'Android, etc. Et du coup, on n'arrive pas à une intégration aussi fine que celle de l'iPhone. Alors après, est-ce qu'il y a un vrai besoin derrière? Comment va réagir le marché autour de ça? Parce que tu as aussi quand même toute la partie logicielle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste raisonner en termes de performance. Là, par exemple, je te donne un exemple tout bête, mais il n'y a aucun jeu sur ces machines. Tu peux mettre Windows, il n'y a aucun jeu. Donc ça t'enlève quand même Bien toute sûr. une partie des Bien possibilités de cet ordinateur. Quand tu es étudiant, tu vois, j'en sais rien, tu as envie de faire un peu de jeu. Et c'est pas que le jeu, il y a plein d'applications qui sont pas encore portées. Donc toute la partie, l'écosystème, il faut le prendre dans son ensemble, mais le travail est exceptionnel. En termes d'intégration, c'est exceptionnel. Stéphane, Intel, enfin du moins les pros Intel répondent en disant mais bon, Apple a un avantage entre guillemets fugace parce que ils ont un procédé de fabrication, c'est vrai qu'il y a un vrai avantage grâce à TSMC avec 500 nanomètres, ils sont beaucoup plus hauts chez Apple. 500, j'ai dit 5 nanomètres, pardon. 5. Ils sont pas à ce niveau-là avec la puce 686 et dès que Intel va y arriver, eh bien Intel offrira les mêmes niveaux de performance. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi? Moi, ça m'évoque, c'est une fois qu'ils y arriveront, l'année prochaine ou peut-être l'année d'après, on ne sait pas. Bon, TSMC aura descendu encore un petit peu d'un nanomètre probablement. Est-ce que ça va encore changer les choses? Je pense qu'à un moment, cette loi de Moore qui était toujours de doubler, de doubler, de doubler, de doubler, à un moment, elle s'arrête. Elle doit s'arrêter de toute façon, parce qu'on ne va pas descendre à zéro, c'est pas possible. Donc je pense que c'est pas sur ça qu'il faut faire. Et je trouve que la philosophie, comme l'a évoqué Didier, ça a été évoqué par Jean-Louis et Laurent et toi, aujourd'hui l'architecture est vraiment la force. Derrière, les logiciels vont suivre. Moi, j'ai essayé de me remémorer. Déjà, j'ai regardé quelques stats. Je voyais quand même qu'au dernier, quand même globalement, le monde d'Apple est quand même vend beaucoup moins que les PC. Qu'on va pas continuer à penser que Apple va devenir majoritaire en vente dans les mois et les années à venir, c'est pas possible. Donc on est quand même sur un nombre limité quand même de puces à produire, même si c'est quand même en millions. Faut quand même pas minimiser cela. Je pense quand même qu'on a je me sais de me remémorer, comme je le disais, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, ça vienne vers Intel, tout ça. Et je crois me souvenir, toi ou Didier ou Jean-Louis ou Laurent, vous pouvez éventuellement me confirmer ou infirmer ce que je dis, mais quand même, c'était la portabilité de tout ce qui était les documents du monde PC au monde Mac et qu'on n'avait qu'un seul et unique univers. Avant, vous vous rappelez, on était obligé de faire des conversions avec les PowerPC, etc. C'était compliqué. Donc quand même, c'était le logiciel qui nous avait un petit peu, j'avais l'impression que c'est le logiciel, les documents, la portabilité des deux univers qui avait porté Apple à aller vers ça. Après, peut-être il y avait aussi des accords industriels avec Intel. Là, aujourd'hui, on fait fi de tout ça, on s'en fout, on sait que maintenant les logiciels, ils vont suivre, la portabilité n'est plus un souci, c'est la performance qui prévaut et l'architecture qui est quand même novatrice, le développement unique, on est quand même, il faut dire les choses, c'est sur ça qu'on va encore aller. Je pense que c'est quelque chose quand même qui est
qui va mettre une claque, bien sûr, au monde PC, mais dans la philosophie globale. Et finalement, ils vont passer pour des ringards pour des années et des années. Voilà. C'est un peu Jean-Louis, fort. comme le soulignait Didier, ça va pas forcément mettre une claque à l'ensemble de l'industrie PC parce que, notamment dans le domaine des jeux, regarde cette réaction de Dwayne17 sur Twitter. Je suis à fond emballé par le M1 Max, mais aussi frustré de ne pas pouvoir l'appliquer dans l'univers du gaming. Donc, les GPU classiques, on les connaît, ils ont encore une belle avenir pour les gamers. On sait que le Mac est nul dans ce domaine, ou la 3D. Mais je voyais que tu n'étais pas forcément d'accord avec ce que tu disais. Non, Stéphane. il y a deux choses dont il faut se rappeler. Alors, la première, c'est pas se rappeler, c'est considérer, c'est argentique, numérique ou moteur atmosphérique à pétrole électrique. On est vraiment dans une bascule de quelque chose. La deuxième chose qui convoque un peu la mémoire, c'est que Apple, c'est comme une écurie de Formule 1 anglaise. Elle est dépendante de celui qui lui fournit le moteur. Et les écuries anglaises sont parfois chez Honda, parfois chez Ford, parfois chez Renault. Et puis, c'est toujours un peu la galère. Et Souvent chez Apple, Mercedes. parfois aussi. Et Apple a galéré depuis que j'aime Apple et depuis que Motorola a arrêté de développer. Ensuite, le PowerPC, Laurie, c'est formidable. Et puis IBM est devenu consultant, a arrêté de faire des puces. Et puis il n'y avait plus qu'Intel. C'était pas une question de portabilité, ça c'était une conséquence. Et donc Apple était comme un petit fabricant qui était dépendant de ses Apple avait moteurs. perdu aussi. Voilà. Enfin, Et de tracer un autre ce qui est cible. intéressant, c'est qu'ici, on a dit oui, on va voir l'expérience de l'iPhone et de l'iPad sur le Mac, et on l'a eu d'une manière complètement différente. C'est-à-dire qu'Apple a appris à faire des puces avec le téléphone, à les intégrer, à concentrer, et puis les a un peu explosés bêtement, stupidement sur l'iPad et sur quelques Mac d'entrée de gamme. Et puis tout à coup, il y a des ingénieurs chez Apple qui ont dit non, mais on va s'inspirer de ce qu'on a appris avec le téléphone, mais pas pour faire un truc moins cher avec plus de surface, pour mettre plus de puissance. Et tout à coup, on invente autre chose. C'est une vraie rupture. Et puis dernier mot, depuis que je suis sorti de l'école, je suis sur Mac. C'est la première fois, c'est assez bizarre, qu'on ne parle que de technique, de puissance, de trucs, parce que c'est la première fois que tout à coup on se retrouve un peu devant, machin, etc. Il y a Et les quelque jeux, chose à dire dans le chapitre d'idio design. non, mais bien sûr. Mais on parlait de design parce qu'on ne pouvait pas parler de puissance. Elle est belle ma voiture, mais le moteur de la BMW M3, il n'y en avait pas, donc on ne pouvait pas en parler. Ouais. Donc c'est Moi, il tournait pas faut le savoir. Et c'est vrai que les jeux, c'est un monde particulier. Ouais. Mais le Mac a jamais été une machine de gamers, c'est une machine de gens qui travaillent, c'est une machine pour produire. Donc, Au-delà, c'est quand même une prise de risque énorme que prend Apple aujourd'hui. C'est-à-dire que si ils lancent, bon, d'accord, ils designent la puce, mais ils sont condamnés à. On dit qu'Apple ne prend pas de risque, n'innove plus, mais là, ils sont condamnés à rester devant parce que sinon tout leur discours s'écroule s'ils se font rattraper par la concurrence. mais pour moi, le seul risque, c'est ce qui est déjà arrivé de nombreuses fois, notamment au début du PowerPC. C'est qu'il y a tellement de puissance tout le monde se comporte comme des gourets. C'est-à-dire qu'on développe n'importe comment, on fait des trucs dans tous les sens, et finalement, Et ça passe. tout le gap cohérent OS, puissance, machine, vous avez tous ouvert un vieux Mac avec son système 7 de l'époque, ou son système 8 qui marchait mieux, le Photoshop de l'époque et tout ça, et vous dites, ça va super vite, c'est incroyable. Et bon, c'est dès qu'on décorrèle les générations de machines, hardware et software, que ça marche plus. Et ça, c'est le risque numéro un. Pour le reste, le risque qu'ils ont pris, c'est simplement de survivre et de continuer à vendre des Macs. Oui, plutôt que d'être un acteur minoritaire dans ce domaine, d'essayer de faire un formidable coup de poker. Et c'est vrai que moi, en tout cas, je trouve ça assez intéressant. Un dernier point pour montrer la valeur ajoutée on avance un petit peu sur ce qu'on avait prévu pour la régie. Ce qui vraiment est caractéristique de cette nouvelle génération de puces, il y a une chose que nous a dit Frédéric tout à l'heure, Frédéric Crassa, notre fidèle viewer, c'est que c'est rien à voir avec une puce M1 en fait. C'est vraiment une autre génération, une autre famille de puces. C'est le début d'une histoire. Et c'est en cela où c'est passionnant, parce que c'est pas juste un M1 plus puissant, c'est vraiment une nouvelle famille de puces. Un peu comme un Intel Xeon est une famille de puces tout à fait différente que les Core de chez Intel. Et ce type de puce-là, dans un Mac Mini Pro ou dans un Mac Pro, je suis curieux de voir ça. Parce qu'avec l'espace qu'il y a et la puissance et la reste de puissance qu'on a, et surtout, ce qui est remarquable avec ce type de puissance, et c'est ça qui fait la différence avant tout par rapport, je dirais, aux acteurs classiques, c'est le dégagement de chaleur. Regardez cette slide. Un iMac, par rapport à un PC, le niveau de performance d'un M1 Max face à un PC et son GPU traditionnel externe,
c'est pas qu'il va plus vite, ça, à la limite, on s'en fout, mais il consomme 40% d'énergie en plus En moins. pour les mêmes ratios. C'est Oui. ça qui est remarquable. Et c'est là où est coincé aujourd'hui un Intel, même s'il descend la fréquence de gravure, ils auront du mal à atteindre ces chiffres-là. Et c'est ça aujourd'hui qui constitue pour moi le premier argument de vente de cette machine à puce M1 avant la puissance, et on l'avait déjà sur le MacBook Intel, sur le MacBook Air M1 et le MacBook Pro, c'est l'autonomie. Mm. Et c'est pour ça que j'étais surpris de voir quels étaient les avantages. Personne n'a coché l'autonomie, mais c'est quand même incroyable de passer de... Moi, sur ce vieux MacBook Pro que j'ai là, je ne tiens pas 1h30 en Core i7. Avec l'âge qui passe, l'optimisation logicielle, je n'arrive pas à tenir 2 heures. Là, on passe à combien 21 heures annonce Apple sur le 16 pouces, 10 heures de plus que la version précédente équipée d'un Core i9, excusez du pot. Et sur le 14 pouces, on est à 17 heures, 7 heures de plus, 17 heures. Je sais pas ce que... Non, ça veut dire qu'on est certain de travailler la journée. Ouais, voilà. C'est-à-dire que tu vois, limite, tu le charges, tu le charges à la maison, tu pars. Alors bon, maintenant on bosse de la maison, mais tu charges à la maison, tu pars avec ton ordinateur sous le bras, tu n'as pas à Il n'y te a plus dire besoin de chargeur. je prends pas le chargeur avec moi. Le fameux argument d'Apple, vous n'avez pas besoin de plus de ports parce que vous chargez une fois votre ordinateur. Heureusement, ce genre d'argument a été relégué au passé. Un petit mot sur l'autonomie. Tu as les machines depuis quelques temps maintenant, depuis plus longtemps que nous, Didier. Tu confirmes ces chiffres prometteurs qu'avait mis en avant Apple? Oui, alors Apple te ment toujours. Oui, Faut pas Apple non nous plus ment. prendre tout au pied de la lettre, parce que Apple regarde des vidéos avec la luminosité à, je sais plus, 50%. Donc, mais en fait, tu as des grosses variations. Et moi, par exemple, j'ai fait un test avec le 16 pouces. Donc, je mets une vidéo en boucle avec la luminosité au maximum. Et j'étais à 7 heures avec l'ancien 16 pouces, qui est quand même pas mal. À l'époque, on avait Pour un Core i9, c'est pas mal. d'autonomie, il ne faut pas exagérer. Et là, on a 10 heures. Donc, tu vois, tu gagnes 3 heures. Donc, c'est pas mal. C'est pas 2 fois. C'est pas 2 fois. On est loin des 17 heures ou des 20 heures. Voilà. Par contre, il y a quand même un point qui est intéressant, c'est que comme tout ce qui est CPU, GPU consomme beaucoup moins, par contre, tu peux travailler plus longtemps. C'est-à-dire que Final Cut, effectivement, sur un 16 pouces, si tu faisais vraiment du montage, tu tenais 2 bonnes heures vraiment maxi. Là, tu arrives à travailler une matinée avec. Par contre, on peut pas partir sans chargeur et faire du Final Cut toute la journée. Ça n'existe pas encore. Donc, faut pas non plus exagérer non plus. Mais en fait, on est sur le bon trend. Je rajouterais juste un dernier truc, c'est que j'ai été assez surpris, effectivement. On va en parler au niveau du design, mais finalement, Apple garde un peu le même form factor. Ils n'ont pas fait des machines plus fines, ils auraient peut-être pu. Et quelque part, on a eu une famille de puces. Donc, tu as quand même des puces qui consomment plus ou moins, tu vois. Mais ils ne sont pas allés non plus te mettre, je sais pas, des puces à 20 cœurs, 20 CPU par exemple. Alors, quelque part, ils avaient un peu de marge de manœuvre. Tu vois, je suis assez étonné là-dessus. Attends, sois pas Il faut un M2. Attends que le M2 arrive. Allez, on reste avec toi, Didier. Autre petite parenthèse enchantée après ce MacBook Pro, c'est l'heure du busomètre. Le busomètre, c'est toutes les rumeurs ou actus qui ont le plus buzzé sur le nouveau site Mac Forever de toute beauté. Didier, on l'a attendu, mais ça valait le coup. Mais oui, Olivier. Tu vois, c'est comme dans les bons pots, il faut attendre un petit peu, mais après. C'est comme le MacBook Pro, il a fallu attendre 7-8 ans. On a attendu 7-8 ans pour le nouveau site de Mac Forever. Non, j'arrête. Mais ça valait le coup d'attendre. Je t'écoute pour première info ou rumeur. Alors, c'est le HomePod mini. Alors, il y a des rumeurs qui nous disaient qu'il arriverait le 1er novembre. En fait, à l'heure, là, tu vois, pile au moment où on fait cette vidéo, donc il y a les précommandes qui ont commencé. Donc, il arriverait le 24 novembre, le HomePod mini, donc, qui est disponible maintenant en plusieurs couleurs. Le produit ne change pas. Mais tu as la couleur orange qui plaira beaucoup à nos fans des années 70, que sont bien sûr Laurent et Stéphane. Bien, deuxième info, rumeur. Donc deuxième info, c'est Spotify, écoute, qui serait passé devant Apple sur le segment des podcasts. Peut-être parce qu'Apple fait des applications pourries pour les podcasts. Non, c'est bien résumé. J'exagère. Mais non, mais c'est vrai que moi qui utilise maintenant les deux, parce que tu sais, le Spotify, c'est intégré par exemple par défaut dans les Tesla. Donc je me suis mis à utiliser pas mal Spotify. Et je trouve que les playlists sont mieux foutues. Je trouve que le software est mieux foutu. Et je trouve que les propositions qu'ils te font en fonction de ce que tu écoutes sont mieux foutues. Et ce serait bien qu'Apple se bouge un peu les fesses là, autour de la musique. Je trouve qu'ils se proposent. Accessoirement, ils hébergent des podcasts. On peut aider les podcasteurs. Je dis ça, je dis rien. C'est un peu eux qui ont lancé ça, le podcast presque, tu vois. Apple ? Oui. Oui, un peu. Ça s'appelait iPod, avec pas iPod, podcast. Oui, c'est un peu le principe. Regardez l'émission avec Tony Fadel. Il faut la regarder, cette émission. Extraordinaire. Elle est assez étonnante. On apprend plein de choses sur l'iPod, sur notre chaîne YouTube, Twitch et autres. Et j'en passe. Et sur podcast d'Apple. Troisième info, rumeur. Alors, on reste dans la musique.
Et Apple Music donc débarque sur PS5. Alors peut-être que ça vous fait ni chaud ni froid, mais tous les joueurs de PS5, bah, ils ont accès à leur playlist pendant les jeux, donc c'est plutôt cool, tu vois. Et en fait, Apple se décide enfin un petit peu à s'ouvrir à la concurrence. Moi, j'aimerais bien qu'ils viennent sur les amplis. Je comprends pas pourquoi ils sont toujours pas sur les amplis, sur tout un tas de produits comme ça grand public. Mais bon, Sur des enceintes concurrentes de celles. oui, ou dans les voitures, tu vois, Ouais. pas que chez Porsche par exemple. Quatrième info rumeur. Alors là, c'est justement tous ceux qui, comme Stéphane, ont commandé leur MacBook Pro et les reçoivent pas. Eh ben, écoute, ce serait peut-être lié à des problèmes de logistique chez UPS. Voilà, ils ont avoué qu'ils avaient des gros problèmes, y compris en Europe avec le hub allemand là. Donc voilà, si vos MacBook Pro ont été, où la date de sortie a été repoussée, c'est à cause d'UPS. Voilà, faut les appeler. Il a bien travaillé, notre ami Laurent, pour l'avoir en temps et en heure. Bravo. Dernière info rumeur. Et on repart de l'App Store qui intéresserait donc les autorités russes qui mènent l'enquête. Alors toujours pour ces histoires d'antitrust, de concurrence. Voilà, ça plie pas mal. Apple lâche beaucoup de laisse ces derniers mois autour de l'App Store, ce qui est plutôt bien pour le client. Les monopoles sont jamais forcément très bons. Mais on va voir un petit peu ce qui en découle de tout ça. Ils n'ont pas encore ouvert complètement les vannes, notamment sur les paiements par carte de crédit. Merci Didier. On enchaîne tout de suite avec le deuxième sondage de la semaine. On vous a posé, après, qu'est-ce que vous aimez le plus sur les nouveaux MacBook Pro? On vous a posé la question inverse. Que regrettez-vous sur les dernières générations de MacBook Pro, M1 Pro et M1 Max? Et vous étiez 10,5% à répondre la disparition de la Touch Bar. Voilà, pas beaucoup, tant mieux. L'écran avec encoche, qui a beaucoup fait débat, on va en parler tout de suite, 18,7%. Le design plus massif, 22,8%. Et enfin, le prix, bien sûr, 48%. Et vous verrez qu'on a un argumentaire pour dire, et non, le Mac Book Pro, la version M1 Pro et M1 Max, n'est pas cher, on peut le dire, et on va vous le prouver par A plus B tout à l'heure. On parle d'abord de ce qui a fait beaucoup débat à l'apparition de ce nouveau MacBook Pro. Il s'agit bien sûr du design et de l'encoche. Allez les amis, on sort les baïonnettes. Design encoche, est-ce que c'est une régression? Allez, on va commencer par le design de ces nouveaux MacBook Pro. Regarde, une première question de Monsieur Brunsk sur Twitter. Pour moi, le design est vraiment raté, c'est très sévère. Il n'est apparemment pas beaucoup plus épais que les générations précédentes et pourtant on dirait un PowerBook des années 2000, niveau épaisseur. Le départ de Johnny Ive se ressent-il déjà? Voilà, ça y est, une première baïonnette de sortie. Alors, plutôt sévère, on est d'accord. Alors, souvenez-vous du premier portable d'Apple à laquelle on a lu la séquence nostalgie. C'était le PowerBook G4. Elle était géniale, cette puce avec Minimi d'Austin Powers et un célèbre basketteur chinois dont j'ai oublié le nom, qui lui avait un PowerBook 12 pouces. Et Minimi, il avait un PowerBook 17 pouces, le premier PowerBook à lu. J'ai eu les deux. Tu as eu les deux. Mm. Alors, est-ce que vous avez cette même impression? Allez, on te donne la parole, tu es venu pour ça, mon cher Jean-Louis. Moi, je dirais que c'est le capot supérieur qui donne un peu cette impression parce qu'elle est beaucoup plus épaisse. Moi, je l'adore. J'adore le capot supérieur. Le design, c'est pas une sculpture grecque, c'est pas j'aime pas, c'est les résultats sur un faisceau de contraintes et l'histoire d'une entreprise. On s'aperçoit que dans les iPads et surtout les iPhones, Apple s'inspire de sa propre histoire. Et dans les Mac, on retrouve un peu la même chose. On en a beaucoup parlé à l'agence. On a même ressorti des vieilles machines. Ce Mac, c'est l'accouplement du titanium et de l'Alubook. Le titanium pour le haut, qui a été un des portables les plus extraordinaires jamais produits, puisqu'on passait d'un monde de plastique horrible à quelque chose en métal peint titane, exceptionnel, en titane et d'une légèreté par rapport à ce qui existait incroyable. Puis l'Alubook, qui a été la première machine de beaucoup d'étudiants qui étaient là dans les écoles des années 2000, c'est-à-dire mes étudiants. L'ensemble est vraiment qualitatif. Il est très léger. Le 14 est très léger. Le 16 est beaucoup plus lourd. Et il est terriblement séduisant. Et alors, contrairement au Apple dont on avait l'habitude, on a l'impression que ils ont un peu ouvert leurs oreilles. Ah oui, ils ont un peu discuté avec des pros et que des combats stupides sur la finesse, c'est pas important. Ce qui est important, c'est le poids. Quand on a mal au dos, la finesse, si le truc est en uranium appauvri et pèse 40 kilos, la finesse, c'est pas très intéressant. C'est vraiment le poids qui est intéressant. On a l'impression que le compromis est vraiment performant. Le clavier est fantastique, avec les touches comme elles doivent être, c'est-à-dire on peut les regarder dans le noir, le haut est en haut, le bas est en bas, gauche-droite, enfin les développeurs, tout le monde, c'est génial. Et puis,
la compact flash, Sur le côté, qui est quand même le truc pratiquissime. Voilà, vite, on doit faire un truc, tac. On garde l'USB-C qui est fantastique. Pour les gens qui sont un peu partagés, il y a la MagSafe qui est certains aiment. Bon, finalement, moi j'ai appris à vivre sans, mais fantastique également. Tout à coup, on a le truc, on part tout léger. On peut même choisir le chargeur. J'ai 2 copains qui ont pris le chargeur un peu plus puissant pour recharger plus vite, charge rapide. qui font du montage dans le train, etc. Mais pour revenir à la question, Jean-Louis, parce que la question elle était déguisée, mais la vraie question c'est celle-là. Il est plus épais, il est plus lourd. C'est la fin de la course à la finesse chez Apple. Est-ce que c'est lié, selon toi, au départ de Johnny Ive? Non, la finesse, c'est. Je vais être très violent, pas avec toi, mais souvent. Dans les quelques podcasts de voile, ça c'est une question de journaliste. La finesse, c'est une question de journaliste. Je suis désolé. L'important, c'est le poids et la cohérence de l'ensemble. Qu'est-ce que tu as pour l'argent que tu sors? Qu'est-ce que ça te donne? Et est-ce que ça te fait mal ou ça te rend fluide? Bon, cette machine te rend fluide. Il n'y a pas de rupture du design, selon toi? Non. Bien au contraire. Non. Alors, la seule rupture, c'est que le côté designer de Ferrari exceptionnel de Johnny Ive, qui d'ailleurs travaille pour Ferrari maintenant, a peut-être disparu au profit d'une femme qui dirige le design maintenant, qui est peut-être un peu plus à l'écoute et qui se dit, quand on regarde l'Alubook ou le Titanium, on voit toute cette batterie de connectique qui est finalement pratique. Là, on se dit, bon, ça ne change pas le design, c'est toujours aussi beau, c'est toujours aussi propre, c'est super pratique. Il n'y a pas de compromis sur le design. Quand la machine est fermée, franchement, entre un unibody 13 pouces contre tous mes étudiants et ça, il n'y a pas franchement de Jean-Louis, t'as pas l'impression qu'on nous a quand même drogué un peu à la finesse, au fait que c'était toujours de plus en plus fin, et que là, on a cassé un peu ce rythme-là, quelque part, et quand tu le prends en main, quoi qu'il arrive, tout à fait, mais je pense que tout à fait, tu as raison, mais je pense que expliquer le signe du sens du concept et la relation forme-fonction. On m'a dit tellement souvent, tu fais une thèse de doctorat, va simple. Je travaille pour une entreprise en ce moment, je dis des trucs à peu près intelligents, on me dit mais non, les gens vont pas comprendre, fais plus simple. Donc on va parler de la finesse, c'est objectif, tout le monde peut comprendre, plus c'est fin, meilleur c'est. Mais quand on réfléchit un petit peu et qu'on pense à la machine dans la durée et l'usage, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi, le poids est important, le combo, c'est-à-dire la cohérence générale est important. C'est pour ça que d'ailleurs il y a des beaux PC qui se vendent bien parce qu'ils ont des réponses tout à fait séduisantes. Et que oui, il n'y a plus les bords arrondis, mais que si vous la prenez au milieu, l'épaisseur elle est à peu près la même. Parce que l'impression de finesse dans l'unibody, c'est qu'on avait les coins un peu légèrement très beaux d'ailleurs, magnifiques, sublimes, des pièges à lumière. On avait l'impression que c'était fin, mais dans la réalité, au milieu, c'est à peu près la même chose. Ouais. Alors, justement, excusez-moi, il n'y a pas on n'a pas été trompé ou on ne s'est pas tous trompés parce que c'est vrai que le MacBook Air est arrivé, tout le monde a été subjugué par la finesse. Oui, l'enveloppe, quand il la sort dans l'enveloppe. Ouais. Et c'est à date, je pense, le plus gros succès en portable d'Apple, hein, me semble, en tout cas dans la forme et tout. C'est la forme qui est restée. C'est le Mac le plus vendu au monde, oui. Voilà, pour moi, tu as raison, Stéphane. Tu as raison, tu as 100% raison. Mais le MacBook Air est fin, certes, mais il est surtout très léger. Bah oui. Très léger. Vrai. Et pour ceux qui n'aiment pas cette machine-là, il y a toujours le MacBook Air. Moi, j'ai un MacBook Air, par exemple. Ouais. Mais il y a eu plus léger que le MacBook Air. Le MacBook, et ça a été un four. Oui, parce que 900 c'était grammes. Ça avait ce un dont je parlais tout connecteur. à l'heure, les iPads déguisés en Mac. C'est un problème de cohérence là, technique, en fait. Là, ça a été, moi, j'ai jamais compris cette machine. Alors, regardez les spécifications en termes de taille, de poids, et tu pourras rebondir, Laurent, après cette slide. Ce qui est étonnant, on a remarqué avec Didier, lorsqu'on préparait cette émission, alors évidemment, il est plus lourd. Hein. Je ne vais pas dire de bêtises, le 14 pouces pèse 200 grammes de plus. Il passe de 1,4 avec 1,6 kg. Par contre, l'épaisseur, quand on va sur le site d'Apple, Didier, la nouvelle génération est plus fine que l'ancienne. J'avoue, j'ai du mal à comprendre. Mais... Non, elle n'est pas plus fine. Je te confirme, elle n'est pas plus fine. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'Apple Ils ont oublié compte les pieds, enfin compte pas les pieds, ouais. Et du coup, sur la table, en fait, il est beaucoup plus épais. Et même quand tu le prends en main avec un peu les pieds comme ça, tu as vraiment l'impression d'épaisseur. En plus, comme disait Jean-Louis, il n'y a pas ces bords affinés. Donc c'est vrai que ça fait vraiment brique, quoi.
j'ai l'impression que dans leur mesure, ils n'ont pas compté les pieds, contrairement à l'ancien modèle. Donc c'est quand même un petit peu borderline, hein, voilà, voilà. Par contre, l'écart est plus important. Donc vous avez 200 grammes d'écart entre le 13 pouces et le 14 pouces aujourd'hui. Par contre, sur le 16, l'écart est plus important, notamment sur le poids. On passe à 2,1 voire 2,2 kilos. Contre 1,95 kg auparavant. Donc, c'est presque 250 grammes de plus. Là, on sent vraiment une vraie différence, hein, dans le sac à dos, hein. Donc, pour le 16 pouces, on y reviendra plus en détail la semaine prochaine. On fera vraiment un test poussé. Laurent, tu avais quelque chose à dire? Oui, je voulais dire quelque chose et Oscar de la régie m'a glissé l'info, il a raison parce que ça va exactement dans la direction. Quand on voit la photo de profil sur la boîte, hein, qui est à l'écran, Ouais. en fait, moi je retrouve le Belle Power, boîte, d'ailleurs. je retrouve mon Mac préféré, hein, et c'est le seul d'ailleurs que j'ai gardé à travers le temps, c'est le PowerBook 12 pouces. G4. Qui était très épais. Et en fait, quand tu prenais le 15, il était un peu moins épais. Et quand tu prenais le 17, il était presque fin parce que tu pouvais étaler la technologie sur la surface. Et il y avait ce bord. Et ce que me disait Oscar à juste titre, c'est mais finalement un peu comme l'iPhone, avec ses bords droits, on a perdu cet effet de bord de fuite, hein, qui avait été poussé à l'extrême avec le premier MacBook Air. Le premier MacBook Air, c'était un ordi, quand tu regardais, en fait, c'était une lame de couteau, quoi. C'était une arme. C'était une arme. Ouais. Tu vois, il finissait tellement fin partout Biseauté. que quand tu le voyais, tu avais l'impression qu'en fait, il était fin partout. Alors que non, ils avaient caché l'épaisseur dessous. Là, j'ai l'impression, je vais le dire, et je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, j'ai l'impression que Apple dit, vous savez quoi ? On est prêt à s'affirmer. On va plus tromper. On va pas vous tromper comme on a fait avec cette espèce de bord de fuite qu'on cachait sur le truc. Non, on a fait une machine. Oui, Et alors, c'est le design actuel d'Apple, hein, juste pour info, le truc le plus surprenant, on l'a depuis quelques heures, hein. Le truc le plus surprenant, c'est les coins d'écran. Ok, les coins d'écran sont arrondis puisqu'ils ont poussé les coins jusqu'au bord, donc on n'a plus les coins carrés parce qu'il y avait avec donc, et le coin de l'écran, quand tu cliques sur la pomme en haut, en fait l'icône elle s'arrondit, c'est légèrement arrondi, c'est très surprenant. Le dernier point, et j'ai beaucoup parlé ce soir et je veux pas, je trouve que cette machine, moi, je la trouve surprenante. Je trouve je la trouve audacieuse. Tu vois, par rapport à ce à quoi nous a un peu habitués. Avant, on leur disait ils ont de l'audace parce qu'ils ont supprimé des ports, ils sont allés dans le bois. Je trouve que non. Là, ils ont dit ben non, on va finalement, on va revenir à ce qu'était Apple avant. Et moi, ça m'enchante. Voilà. Alors, regarde cette réaction intéressante d'Alexandre Rose Z06 Off sur Twitter. Je regrette le design. Je pensais que l'arrivée de M1 allait montrer la voie de la puissance sur de la finesse, mais finalement j'ai tort. Ces connectiques ne me servent pas car j'ai un hub, donc je préfère la finesse. 1,7 kg, ça commence à peser, plus 21% en masse. C'est vrai que lorsque le M1 est arrivé, et on en avait déjà parlé ensemble, Jean-Louis, on s'est dit avec toute la place qu'il y a là-dedans, et quand on voit une puce M1, on va pouvoir faire des designs complètement délirants. Mais là, c'est une autre famille de produits. C'est pas le M1 dont on parle, là. C'est le M1 Pro. Ça n'a rien à voir. C'est une machine pour les pros. Et là, ça dépote derrière, hein. Et cette machine, elle est faite pour les pros. Si vous voulez du design, ce sera des machines grand public. C'est un peu comme l'iMac, en son temps, qui était très audacieux en termes de design. Au bord plat, hein. Et puis, oui, Aujourd'hui, très arrondi quand il est sorti le G3. Et la tour G4, qui était une tour parce qu'il fallait de la puissance pour les pros. C'est tout, Jean-Louis. C'est clair qu'aujourd'hui, chez Apple, la bible du design, c'est l'iPhone 4, qui devait être l'iPhone 1. Et puis, les contraintes d'intégration ont fait qu'il est devenu l'iPhone 4, qui a été vraiment le premier iPhone Retina puissant, etc. Et qu'il est aujourd'hui l'inspiration de tout. Iconique en matière de Voilà, design. des faces parallèles, Oui. les bords droits, etc. Donc On ça, c'est On l'a cette année encore, hein. exactement. Côté histoire, pardon. c'est cela. Sur la question de la cohérence de la machine par rapport aux usages, puisque c'est ça le sujet, si on veut voyager léger, on a un MacBook Air. Un de mes associés à No Design a fait le tour du monde. Il avait un iPad Pro. Il a fait le montage sur Luma. Il a fait des trucs incroyables sur un iPad. C'est possible. Et là, il y a besoin de rien. C'est très léger. Si on veut garder les hubs qui n'ont pas la même durée de vie que la machine, on peut avoir ces hubs et ces petits accessoires chinois à 50 €. Mais la question n'est pas là. C'est pas le même âge que la machine. Donc dire je voulais une machine fine parce que j'ai des hubs. Les hubs, de toute façon, dans un an, ils sont morts. Donc
Là, on a une offre cohérente. Il y en a d'autres. Il y a le choix chez Apple. C'était pas le cas avant. C'est plutôt bien. On peut ne pas les aimer. Moi, Par contre, le package, il est quand même. Moi, j'étais très critique envers les pieds. Je trouvais un peu disgracieux ces pieds, surtout en photo. Souvent, on est parfois déçu par les rendus. Souvent, c'est des rendus 3D d'ailleurs. C'est même pas des photos d'Apple sur les vidéos. Ça me semblait surdimensionné. Puis tout à l'heure, quand on a ouvert la machine, en fait, bon, ça choque plus du tout. J'avais vraiment l'impression, j'avais préparé ça pour l'émission en disant, on a l'impression d'avoir mis des gros caoutchoucs sur des pare-chocs de Porsche. Mais en T'as fait, la lunette et les chaussures de Sarkozy. ouais, non, mais c'est parce qu'on est voisins de son ancien bureau, c'est pour ça. J'étais juste au-dessus. Bref, de nos studios. C'est pour la petite histoire, pour l'anecdote. Mais c'est vrai qu'en fait, non, il choque beaucoup Mais moins une fois qu'on l'a en main. dans ma liste d'accessoires, Ouais. j'ai un petit bout de plastique qui, quand je prends le train, Mais regarde, moi, le truc chauffe et je suis obligé de le coller sur Ouais, mon ce bout que de j'ai plastique mis, pour moi. le décoller. Sinon, il Carrément. se met à hurler avec vois le ventilo. regarde. Il me vide la batterie. Regarde ce que j'ai. moi. Bah voilà. Donc, bon, on va pas chipoter pour 3 minutes de caoutchouc. Alors, tu as raison, une fois la machine ouverte, et pour revenir à ce que tu disais en préambule, le design m'a fait vraiment penser au PowerBook Titanium avec la large bande noire qui encadre le clavier. C'est vraiment la spécificité de cette machine. Et regardez, ça nous rappelle vraiment ça. Puisque désormais, le clavier est bordé de noir. Et puis surtout, le clavier, il n'y a plus de touch bar. On peut dire que c'est un sacré camouflé pour Phil Schiller qui voulait nous imposer une barre OLED qui affichait les touches de fonction. Donc c'est fini. Peut-être que c'est une bonne nouvelle. Hein. Peut-être que le tactile va revenir. Je ne désespère pas. Voilà. Et puis le clavier, rassurez-vous, c'est un Magic Keyboard. Hein. C'est un bon vieux clavier comme celui-ci de l'iMac. La touche est agréable. Il ne devrait pas avoir de problème. Qu'est-ce qu'on a eu comme souci finalement ces 6-7 dernières années avec ces générations de MacBook Pro, dirons-nous, Et tu vois, touch bar. Olivier, Pardon. ce qui est casse-pied, et en fait, ça reflète bien le discours qu'on a là, c'est que en fait, cette machine aurait dû sortir en 2016, et du coup, on n'aurait pas ces débats de finesse et tout, de clavier. Ouais. Et c'est fou qu'ils aient pas sorti ça en 2016, c'est dingue, Ouais. parce qu'en fait, quand tu réécoutes même Schiller qui t'expliquait que la carte SD, plus personne l'utilise, et tu sais que même j'ai vu des billets de blog où les gens disaient, mais à la limite, ils auraient pu mettre un port USB-A, enfin, l'USB-A, t'en auras encore dans 10 ans. Donc c'est pas mort l'USB-A. Et moi j'ai plein de trucs des fois qu'il faut que je branche ou il faut que je mette encore un adaptateur. Et la même chose pour la touch bar. Tout le monde l'a dit, mais ce truc-là, on va être obligé de regarder ses doigts tout le temps. C'était évident. Enfin, il y avait des gens qui essayaient de défendre ça, mais c'était impossible à défendre. Tu veux juste changer le son, tu étais obligé de regarder ton truc là, puis t'appuyer sur Siri. Enfin bon, c'était infernal. Et ils ont mis quand même 4 ans à manger leur chapeau, quoi. Et la touch bar dans la keynote, elle a jamais existé, quoi. Je trouve ça assez fou. Ouais, quand même. elle a disparu du Cachez-moi discours. cette Ouais. touch bar que je ne saurais Mais voir. bon, moi je suis persuadé qu'il n'y a pas d'autre solution que d'aller vers le tactile, mais bon, peut-être que je prêche dans le désert. Parlons de l'écran justement, mais on va parler de ce qui a fait beaucoup couler d'encre avec toi, Jean-Louis, c'est l'arrivée d'une encoche au sommet de la dalle, désormais mini LED, on en parlera plus la semaine prochaine. Alors, est-ce que tu es pour ou contre cette encoche qui était déjà relativement décriée sur l'iPhone? C'est l'angle d'attaque de toute la concurrence. Nous, on n'a pas d'encoche, on a juste un petit œillet. Là, carrément, on le retrouve, les versions king size dans nos MacBook Pro. Alors, j'avoue que c'est un peu intriguant. Ouais. Je viens de mettre la lampe de mon iPad pour voir s'il y avait autre chose. Caché, non, il n'y a rien. J'ai rien vu, donc il n'y a qu'un objectif. Il y a la webcam Full HD. Donc Alors, ça, la c'est caméra, et on l'a testé avant l'émission, c'est exceptionnel. bien. Bon, c'est plus 1720p, c'est pas difficile de faire mieux. Hein. Ouais, c'est pas difficile de faire mieux, mais là, c'est vraiment mieux. Parce que je me rappelle quand j'ai acheté mon MacBook Air que je déteste tant, là, qui a 2 ans et demi. La hein. génération intermédiaire, c'est acheté celle qu'il fallait pas acheter avec la puce. Exactement, il venait de sortir, je l'ai acheté, j'aurais pas dû. Quand j'ai allumé la caméra, mais c'était effrayant, de bruit, de médiocrité, enfin c'était effrayant, honteux. Je m'en étais plaint, un mec de l'Apple Store sur les Champs-Élysées, il me dit oui, on est conscient, vous savez, vous pouvez le ramener. Hein. Le gars, il a même pas essayé de me convaincre. C'est vraiment étonnant. Par contre, faire une encoche pour cacher une caméra, sachant qu'on veut avoir l'écran le plus grand possible, ok, c'est un peu tiré par les cheveux. Si on ne profite pas de cette encoche pour faire autre chose, là, c'est un peu... Donc toi, tu penses qu'il y a quelque chose qui se prépare. J'espère, sinon c'est un peu misérable. Est-ce que c'est pas une signature de design? On le voit, tu sais, sur ces publicités où on montre voilà, nos services sont disponibles sur ordinateur, tablette et smartphone. On voit un iMac, on voit un iPad et on voit un téléphone avec une encoche. Ça nous rappelle autre chose. Voilà. Est-ce que oui, c'est on a pas dit ça pour la Visa Citroën, pour les plus vieux qui connaissent cette Voilà. immondice automobile produite par Citroën dans les années 80. Il y a Visa, Citroën. Mais Pardon, on a à un moment,
Alors, si c'est juste pour avoir l'écran au bord le plus grand possible, c'est un peu dommage. Si c'est pour intégrer en multimodalité doigt, visage, On prépare une l'avenir. caméra 3D, alors pas dans ces versions-là, mais à terme est préparé à... Oui, on peut. Bah alors, bon, la première génération, du coup, c'est Bizarre, hein. un peu bizarre. Et puis surtout que, vous avez Fallait pas tous vu les l'acheter, démos, l'intégration n'est pas encore parfaite. C'est-à-dire que il est dit qu'il y a une réserve et que donc le notch n'impacte pas sur les écrans, mais quand on fait Ils appellent ça une zone agrandir, bonus, hein. voilà, sur un soft où il y a plein de menus, genre After Effects, bon, bah, vous avez voilà, Alors, il vous manque des menus, quoi. Ça a beaucoup gossé, hein, Didier, sur les réseaux, avec cette encoche qui rogne, c'est pas la surface de travail, mais qui rogne les barres de tâches, hein, avec les menus déroulants. Est-ce que tu as trouvé qu'elle était gênante à l'usage? Tu en as pensé quoi? Pour ou contre l'encoche, Didier? Mais moi, je suis un peu comme Jean-Louis. Je trouve qu'elle est gênante parce que déjà, quand tu as beaucoup de menus, en fait, tu as la moitié à gauche, la moitié à droite. Et comme elle est quand même large, hein, tu pas forcément l'idée d'aller voir qu'il y a des menus à droite, tu vois. Alors, pour peu que tu aies un peu ta barre des menus chargée là, avec plein de petites icônes d'applications et tout, bah, tu te retrouves avec des menus qui peuvent manquer éventuellement ou des trucs un peu bizarres. Par exemple, si, je sais pas, regarde, tu peux faire le test. Si tu sélectionnes un menu et puis que tu te balades alors, il faut prendre une application, par exemple, comme Numbers, qui a beaucoup de menus. Mhm. Et tu cliques sur un menu et tu passes de menu en menu. Et quand tu vas arriver au niveau de l'encoche, en fait, ta souris, elle va sauter. C'est-à-dire qu'elle va passer au menu à droite. Donc, Oui. elle va se Comme s'il n'y téléporter. avait pas d'encoche. Voilà. Par contre, si tu ne sélectionnes pas les menus, elle va passer en dessous. Voilà, comme si, Ouais. voilà, parce qu'elle encoche. Ouais. Et alors, le plus perturbant, entre guillemets, c'est quand le haut de l'écran est noir, donc que tu vois pas qu'il y a d'encoche, d'un coup, ta souris, elle disparaît dedans. Par exemple, quand tu as une vidéo plein écran. Et tu sais pas pourquoi, parce qu'en fait, quand tu bouges la souris, Apple te met pas tu vois, un petit dégradé autour de l'encoche en disant attention, ta souris, si elle va là-dedans, tu la vois plus. Donc, des fois, tu perds ta souris, tu te dis, ah, elle est où? Elle est perdue, elle est dans un trou noir un peu. Et bon, je pense que tout ça va s'affiner, hein, évidemment. Les menus Mais sont répartis, là. ouais, au quotidien, c'est pas un super atout, quoi. Oui, il y a encore prendre en compte cette encoche parce Là, qu'on ne c'est l'avait à pas peu près forcément propre, hein. prévu. Messieurs, une réaction à chaud puisque vous vous amusez avec. Non, Brièvement, Laurent. on s'amuse avec les applis, effectivement, le saut de la souris pour rendre le truc ergonomique, ils la font sauter, c'est surprenant, quoi. Non, il y a, C'est propre mais surprenant. moi, je pense qu'il y a quelque chose qui se trame. C'est pas possible, quoi. Juste, mais bon, Face ID serait l'évolution logique. Il y a un argument D'autant devant. plus que d'un point de vue logiciel, on peut réserver à l'OS la zone en haut sur le Finder dont le menu est limité. Les icônes d'action particulière de l'autre côté, genre son, etc. Et toutes les applis type Adobe, Numbers, etc. sont bloquées en bas et le Finder disparaît quand une appli est active. Alors, il y avait moyen de le résoudre proprement, Oui. simplement. Quand je l'ai vu, je dis ils vont faire comme ça, parce que sur la conf, ils ont dit il y a un certain nombre de pixels qui sont réservés pour le notch et les applications seront en dessous. Donc je dis super, ils ont géré ça proprement. Mais en fait, pas du tout. Non. Ouais, c'est Alors on encore- verra, il y aura peut-être un point, encore un quelque petit chose. peu en chantier, c'est le moins qu'on puisse dire. Par contre, ceux qui espéraient voir disparaître la notch, donc l'encoche des iPhones, si ça devient une signature de marque, c'est mal parti. Bref, on aura l'occasion encore d'y revenir la semaine prochaine et en particulier de l'écran mini LED. On passe au chapitre suivant parce qu'on est très en retard. Ce soir, on va parler de la connectique. Tu en parlais en préambule tout à l'heure, Jean-Louis. Apple a entendu ses utilisateurs enfin, et Apple a encore mangé son chapeau et opéré un virage à 180 degrés en proposant de nouveau une connectique qui ne s'imite plus au port USB et a commencé par le retour du MagSafe. Alors, c'est pas vraiment le même connecteur, hein, brièvement, hein, Laurent. Tu as jeté un petit coup d'œil. Hein. Il est plus fin. Alors, c'est le troisième, ça deviendra le troisième MagSafe pour Mac. Oui. Puisqu'il y aura eu le premier qui était génial. Ensuite, ils ont réduit l'épaisseur des bords et donc là, ils ont atteint une limite physique. C'est-à-dire que s'ils gardaient le premier, il fallait faire une espèce de décroché. Donc, ils ont fait un MagSafe un peu plus étroit. Ils ont fait du très Apple, c'est-à-dire qu'ils ont vendu un petit add-on que tu pouvais connecter, que tu pouvais magnétiquement connecter aux anciens chargeurs pour pouvoir charger avec les anciens chargeurs. Que j'ai toujours d'ailleurs. Oui, c'est marrant, moi j'en ai dans des tiroirs, tu en trouves toujours un qui traîne. Bon là, on est sur quelque chose d'ultra fin, on a fait le test tout à l'heure avec Octave, et qui est ultra fin, donc c'est le troisième MagSafe. Alors, ce qui est assez génial quand même, il y a quand même un côté génial, c'est que ce MagSafe, c'est un MagSafe USB-C.
Donc c'est-à-dire que tu pourrais charger ton ordinateur avec un câble USB-C, D'accord. Une batterie. une batterie externe, donc c'est pas impossible, tu vois. C'est pas lié au bloc secteur comme autrefois où c'était. Oui, où tu pouvais charger que par ça, et tu as le MagSafe. Alors, on a eu un débat, donc je vous disais, mais non, moi je trouve ça nul, parce que finalement, moi j'ai toujours trouvé assez génial le MagSafe. J'ai trouvé toujours que c'est une sécurité en plus. Je me disais, moi j'ai jamais cassé de câble arraché. Moi j'ai vu des gens faire voler un ordinateur, parce que si tu le prenais avec le câble à angle droit, tu vois, en tirant comme ça pouvait arriver. Je pense que c'est un plus. Alors, Le câble est très beau, hein, il est tressé, donc USB-C d'un côté, de MagSafe label de l'autre. ouvrage. Ouais. Donc on retrouve également, tu l'as dit tout à l'heure, Jean-Louis, 3 ports Thunderbolt 4 désormais, on peut aussi charger la machine via ces ports-là. Un port HDMI 2.0, hein, c'est pas du 2.1, donc c'est pas du 120 Hz. Mais n'empêche, on pense d'ailleurs que c'est ça qui a conduit Apple vraiment à épaissir le châssis, parce que pour mettre de l'HDMI, il fallait évidemment un châssis plus épais. La carte SD, on en a parlé également, même si elle n'accepte pas les toutes dernières générations de cartes, enfin du moins elle ne permet pas d'afficher la même performance. Et enfin une prise mini jack. Question intéressante, regardez, de Stéphane Becquet sur Twitter. Bonjour, n'est-il pas dommage et surprenant qu'il n'y ait pas de port Ethernet dans le bloc d'alimentation comme sur l'iMac 2021, n'est-ce pas, des machines pro? Et c'est vrai que quand on a vu ensemble, parce qu'on avait déjà fait une émission ensemble lorsque l'iMac est arrivé, et ce connecteur Ethernet dans le chargeur, c'est juste une idée géniale. Oui, Mais non. Non, mais le câble d'alimentation, c'est un câble qui est réversible. Donc c'est un câble qui a que 3 connecteurs. Ok, dans la prise, il a que 3 connecteurs. Si on avait voulu faire passer, il fallait rajouter beaucoup plus de connecteurs. Donc tu aurais eu un câble USB-C qui était large comme ça. Là où par contre, tu aurais pu te poser la question, c'est est-ce qu'on ne pouvait pas sortir un chargeur avec Ethernet, C'est ce que à condition que tu branches un USB-C. Et ceux qui avaient besoin, du coup, pouvaient le faire. On a vraiment l'impression, à vous écouter, les amis, que ce MacBook Pro, en conclusion, hein, que ces nouveaux MacBook Pro sont vraiment des machines de compromis, voire de transition. C'est en tout cas l'avis d'un ami et tweetos, Jean-Marc Ouvrier. Regardez, j'ai surtout l'impression que ces machines sont de belles successions de compromis pour des machines de transition. Encoche inutile avant Face ID, on est bien d'accord. Design du fait de la chaleur à dissiper. Disparition du tactile avant la touch bar. Avant peut-être on verra une autre technologie qui permettra de faire évoluer tout ça vers peut-être du tactile. On en parlera dans des prochaines émissions. Un dernier point, et c'était le principal grief que vous destiniez à cette machine, à savoir son prix. On l'affirme haut et fort, non, le MacBook Pro n'est pas trop cher. Non seulement qu'il n'est pas trop cher, mais il offre certainement le meilleur rapport puissance-prix du marché. Dans notre sondage, vous le regrettiez, à l'image d'une réaction sur Twitter, regardez, de Frédéric Orange. Le prix reste élevé, mais il est dans les clous. Bravo Frédéric. Chez Dell, les XPS haut de gamme, bien moins performants, sont dans les mêmes prix, 2700 € i9, 16 Go, Nvidia 1 Tera et un écran OLED quand même, c'est pas du mini LED, mais quand même, c'est plus pour le particulier à l'amateur que c'est un investissement, mais quelle durée de vie aussi pour le PC, on peut se poser la question. Donc nous avons, ça m'amusait avec notre ami Oscar, à comparer un MacBook Pro 14 et un 16 avec son Alter Ego chez Dell. Et en effet, les Dell affichent des prix bien plus élevés qu'Apple, jugez plutôt, regardez sur cette slide, il y a un gros écart de prix. Voilà, donc finalement, non, ces machines, une brève réaction peut-être de Jean-Louis ou de Didier, ces machines offrent un bon rapport qualité-prix aujourd'hui, même si on trouve les Dell à prix cassé. Hein. Ouais, alors il faut être convaincant pour. Ces machines ne sont pas épaisses. Il faut les voir. Elles ne sont pas plus épaisses que les unibody d'aujourd'hui. C'est vraiment. Il faut se le mettre dans la tête. Hein. Ouais. Et ce qui n'est pas le cas. Le HDMI rentrait dans les machines. Nous, on a hacké des machines, on a mis des Raspberry dans des mains. On a rentré des HDMI dans des unibody anciens en fraisant. Enfin, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Au niveau du prix, la réaction, bon. Mes étudiants qui travaillent, les gens qui travaillent à No Design, qui ont été mes étudiants, ont acheté des machines qui ont une durée de vie incroyable. C'est la première fois que je les entends se positionner sur une machine en ayant l'impression de la même bonne valeur d'Apple. Pour eux, Apple, c'est la bonne valeur. Tu achètes un ordinateur qu'on avait perdu. Ouais. Tu achètes un ordinateur tous les 6, 7, 8 ans et tu es content. Moi, ce que je remarque, c'est que j'ai toujours acheté... à la grande époque des MacBooks,
il y avait 3 modèles, l'entrée de gamme, le moyen et le plus cher. Moi, je prenais toujours le moyen. Et les 14 moyens, c'est-à-dire avec un peu plus de mémoire, un petit peu plus de cœur ou de machin, ils sont exactement au même prix, en euros constants. Alors, depuis 2000, oui, c'est des euros. 2300, 2400, c'est toujours le prix que j'ai acheté mes MacBooks qui m'ont duré. J'achète tous les 5 ans. Et ils continuent à travailler à l'agence quand ils finissent pas à quai. Le prix me semble vraiment pour la performance important. Et surtout la sensation qu'ont mes C'est- collègues d'avoir de la durabilité. Pour moi, Apple, c'est de la valeur sur la durée. Oui, 2200 euros, donc le ticket, 2250 euros le ticket d'entrée, c'est quand même une belle somme, bien sûr. Il ne s'agit pas de dire que c'est pas cher. Mais par rapport à ce qu'il y a sous la capot, par rapport à l'équivalent du monde PC, non, ce n'est pas cher. Par contre, c'est un investissement. Mais c'est un investissement pour les pros. Voilà. Une question intéressante, en tout cas, pour rebondir sur ce que tu disais de Stéphane Becquet. Bonjour, ne trouvez-vous pas que l'entrée de gamme de ces MacBook Pro peut enfin convenir à pas mal de monde, contrairement au précédent qui était trop juste? Ça, c'est vraiment vrai cette année, Didier. Oui, bon, le 14 pouces, il y a des petits compromis, on en rediscutera peut-être la semaine prochaine. Mais globalement, moi, par exemple, j'ai le 16 pouces, là, je l'ai branché sur mon écran 6K XDR, tu vois, je m'étais fait mon petit cadeau en début d'année, là. Et du coup, ça rame pas. Donc, c'est assez incroyable, cette machine qui est pas non plus le haut de gamme, tu vois, elle a pas beaucoup de mémoire et tout. Et ça marche super bien. Et en fait, la réflexion est plutôt à l'inverse, c'est-à-dire que quand tu achètes la machine la plus chère, c'est la 6000 balles, là, tu as la même puce, tu as le même CPU que l'entrée de gamme, par exemple. Ce qui est des fois un peu frustrant, tu vois. Avant, on avait le Core i7, Core i9 et tout. Et là, c'est vrai qu'ils ont fait un petit peu voilà, nivellement par le haut, mais du coup, il y a un peu cet effet aussi. Mais quand même, depuis l'arrivée des Mac M1, tu t'aperçois que l'entrée de gamme redevient intéressant, et ce qui est assez incroyable. Et je dirais que tu vois, c'est pas qu'une question de technique, c'est une question aussi de positionnement. Oui. Avant, je pense qu'ils t'encourageaient à prendre le Plus que modèle Johnny Ive, supérieur. moi je pense que c'est une perte infinie. Johnny Ive sera toujours pour Apple. Par contre, Phil Schiller, je ne suis pas sûr que ce soit une perte infinie, qu'il ne soit plus là. Mais passons. Et ça, typiquement, ces petites. Mettre du 256 Go en disque dur, de 8 Go de mémoire, c'était sa grande. Enfin, en tout cas, ses équipes, sa grande spécialité. Me souffle dans l'oreillette, Monsieur X. Bref, dernière réaction Twitter. On aura presque conclu cette émission, celle de Frédéric Audon, alias Chavenès sur Twitter. Une question qui vous est adressée, les amis, l'équipe de Refait le Mac. Alors, êtes-vous 14 ou 16 pouces, M1 Pro ou M1 Max, RAM, taille du disque, accessoires utilisés tous les jours avec son MacBook? Qu'est-ce que vous avez choisi? On commence avec l'ami Laurent. M1 Max 14. Config? Belle config. Très belle config. Oui, mais tu vas durer longtemps. Voilà. Mais tiens, un pro, tiens. Non, je la vendrai à un auditeur l'année prochaine. Bon. Didier, ta config définitive que tu n'as pas reçue? Parce que j'ai pris tout à fond. Voilà. Ouais, toi, tu En fais fait, de la vidéo toute la je prends journée. tout à fond, mais tu vois, je change pas tant que ça. Mon dernier MacBook, c'est le 15 pouces 2018, je crois. Mais par contre, c'est très rentable, comme disait Jean-Louis. En fait, quand tu fais le calcul de le temps que tu passes dessus, ce que tu Bien sûr. produis avec, les gains sont assez énormes. Pourquoi j'ai pris le Max? Parce que 8 Tera, j'en ai besoin pour faire quand je fais du montage vidéo. Maintenant, ça fait plusieurs centaines de gigas, donc tu vois, j'accumule un petit peu quand je fais du montage sur le disque interne. J'ai pas mal de choses. Et puis aussi, je me méfie un peu d'Apple parce que comme la mémoire vidéo, tu vois, on ne sait pas si on aura des cartes graphiques. Enfin, on ne sait pas comment on pourra faire évoluer cette machine. On le sait sur la mémoire et tout, tu pourras pas. Mais sur, par exemple, est-ce qu'ils vont proposer des cartes graphiques externes? Est-ce que, tu vois, quand tu auras des écrans un petit peu plus puissants, ça va continuer de suivre ou pas si tu as pris la config de base? Donc, je préfère vraiment maxer le truc et puis pouvoir le garder un petit peu longtemps. Et un 16 pouces. Et un 16 pouces parce que c'est pareil en mobilité quand tu fais de la vidéo, quand tu fais de la photo. Le 14 est un format très sympa, mais à partir du moment où tu dois vraiment travailler toute la journée dessus, je trouve que l'écart de prix est pas si énorme que ça finalement entre Je suis les pas deux d'accord. machines. Je suis pas d'accord. Moi qui suis un fan du 13 et maintenant du 14, le 13 était toujours bridé. On n'avait pas de carte graphique, etc. Et ça, c'est Là, un on bon a une point. vraie machine pro dans un form factor comme feu, le PowerBook G4, 12 pouces ou 3 Je suis ravi de ce choix-là. Marketing, en tout cas. Stéphane, ton modèle? Moi, c'est comme Laurent, un 14 M1 Max. Ah oui, full patate. Ah oui, voilà. Non, mais en fait, on a envie de voir ce qu'il a dedans et en fait, le Max nous. Ça fait vibrer ton cœur de geek qui bat en toi. Ouais, voilà, c'est tout. Après, Alors, peut-être est-ce que c'est tu vas bazarder, Jean-Louis, ton vieux MacBook Air? Alors, cœur de pro, on va prendre le même modèle pour toute l'agence. Donc, il va être un Pro 14 pouces, puisqu'on a des écrans externes. Donc, T'as pas besoin d'un et que le 16. 14, on l'a comparé au 15. Le
qu'on a, et en fait, ça revient au même. Donc, c'est extrêmement polyvalent. On va prendre 32 mégas de mémoire. Avec une surface d'affichage bien supérieure. Tout à fait. On va prendre 32 mégas de mémoire. Giga. Oui, d'un Giga, giga, c'était pardon. le mais PowerBook, c'est mon âge, c'est l'époque du voilà. Et puis, certainement, un petit truc au niveau de ce qu'on peut acheter en plus, les cœurs, pour être vraiment dans la machine middle. Et pour les stations vraiment montage critique ou 3D grosses ressources, ce sera une station fixe à côté de l'écran 30 pouces Tu vas attendre le Mac offert Pro. par Johnny Ive. Ouais. Voilà. Ah, ouais. Là, Voilà. tu as des produits offerts par Johnny Ive. Voilà. Il faut que tu lui dises qu'ils viennent après Tony Fadell. Il faut qu'on ait Johnny dans cette émission. Vous verrez qu'un jour on l'aura, l'ami Johnny, j'en suis certain. Mon côté, moi, je pense pas que je craque pour le moment pour un M1 Max ou un M1 Pro. C'est une machine qui est surdimensionnée par rapport à mes besoins. Je monte de moins en moins. Je fais surtout du texte, un peu de gestion, des choses comme ça. Voilà. Maintenant, donc, j'ai pas vraiment besoin de puissance. Si je craque, c'est vraiment parce que c'est un choix de geek, mais ce ne sera pas un choix raisonnable. Donc, je pense que je serai sur un MacBook Pro M1 et j'attends beaucoup que les MacBook Pro, je dirais, pour les usages quotidiens, comme il y avait autrefois les iMac pour le grand public et les PowerBook ou les Power Mac pour les pros, qu'il y ait vraiment une gamme grand public un peu folle en termes de design. Et je suis persuadé que le M1 permettra de le faire, ou les prochaines générations avec un form factor plus compact, parce que ces puces sont surdimensionnées. On en reparlera plus en détail. On a des heures, des choses à vous dire autour de ces MacBook Pro 14 et 16 pouces. Soyez au rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, on passe à vos coups de cœur. Accessoirement, l'ensemble de l'équipe, là, vous ne les voyez pas en régie parce qu'ils ne veulent pas mettre de caméra, mais on va les forcer à la mettre la caméra. Ils vont tous en prendre un des MacBook Pro, à part notre ingénieur du son qui est un décrottable PCiste et un Samsungiste, mais bon, personne n'est parfait. Mais il a du talent, donc on le garde. Allez, les coups de cœur, on commence avec Didier. Eh bien, écoute, Olivier, je vais vous faire un peu d'auto-promo cette semaine, parce qu'on a bossé pendant quand même plusieurs années pour sortir donc ce nouveau site. On a du mal à l'accoucher. J'essaie de comprendre combien d'années, non, dis-le, parce que quand même, hein, c'est plus que le développement voilà, d'un MacBook après, Pro. on n'est pas tous à plein temps encore, tu vois, donc ça prend quand même un petit peu de temps. Et aujourd'hui, les gens, ils réalisent pas quand même à quel point c'est des usines à gaz, hein, les sites avec les réseaux sociaux, les vidéos YouTube, tous des sites qui plug dessus. Années comme le tien. Bien sûr. Et surtout, oui, et puis quand tu as beaucoup d'audience, il faut quand même des choses qui marchent. Hein, il suffit pas de mettre un petit WordPress avec un thème. Et donc voilà, on a bossé pas mal et on a quand même des bons retours. Donc je suis assez content. On a fait un mode sombre, on a fait des nouvelles applications. C'est très beau, bravo Didier. Donc voilà, on a beaucoup travaillé. Et puis je trouve que en fait, tu vois, le web aussi change un petit peu. Je trouve que on parlait un petit peu, on change de monde, comme le disait Jean-Louis, avec les voitures, avec un petit peu l'informatique aujourd'hui. Et nous, on essaie aussi un peu de se réinventer. Je pense que tu vois, tous les gens qui sont un peu indépendants, comme ORLM, finalement, on commence à avoir un public un peu captif qui aime bien ce qu'on fait. On n'est plus un site parmi tant d'autres. Et je trouve ça bien, en fait, aussi de voir un petit peu le web comme ça, comme des petites communautés qui se soutiennent d'ailleurs, parce que tu vois, comme ORLM, on a fait un petit mode VIP, les gens peuvent s'abonner comme un magazine et tout, ils ont des trucs en plus. Donc je trouve ça bien, cette évolution aussi. On est un peu plus proche des gens et puis ils ont l'impression, tu vois, de recevoir aussi des choses. Donc voilà, c'est une nouvelle aventure qui commence. Et j'espère que le site a, tu vois, quasiment 20 ans. Donc j'espère qu'on sera encore là. L'attente valait le coup, donc bravo. C'est très chouette, c'est très beau et tu as même eu la gentillesse de faire un petit bouton, on refait le Mac, donc on est ravis. Évidemment. Et puis surtout, on est ravis de plus avoir l'émission qui était sur la Home, qui était la même depuis 2 ans et demi. Je crois que l'émission que tu avais mis en Home, elle remonte au Mac Pro, tu vois. Donc, mais bon, il était débordé. Voilà, merci en tout cas, Didier, c'est très gentil. En plateau, non, avec Stéphane, quel est ton coup de cœur cette semaine ? Alors, moi aussi, je vais faire presque de l'auto-promo. Oui. Presque, on va dire. C'est la famille. Voilà, c'est la famille. Donc, je vous présente un livre qui est sorti le 14 octobre dernier, qui s'appelle Shabbat Dinner, qui a été écrit par ma chère sœur aux éditions La Martinière, donc ma sœur Vanessa Tibi. Et donc, ce livre-là rassemble plus de 90 recettes pour les repas de Shabbat qu'on fait le vendredi, mais en fait, ça ne concerne pas ceux qui fabriquent, ce qu'ils font habituellement. Tu l'avais caché, celle-là, et notamment c'est Nombre Talent. Non, mais en plus, j'ai un peu, voilà, je suis un peu dedans et vous allez voir. Il est carrément dedans, ça se voit, regardez, à l'écran. Non, il a perdu depuis. Non, mais c'est pas ça. Ouais, d'accord, voilà. Et donc, juste ce que je vous dis par rapport à ça, non, c'est pas uniquement réservé à ceux qui font habituellement les repas de Shabbat et tout. En fait, c'est aussi une ode à la déconnexion, parce que le vendredi, on arrête de travailler, on a envie de se retrouver ensemble. Donc, c'est aussi le deuxième aspect de Shabbat qui est donc d'entretenir les relations familiales et amicales.
Et le troisième, bon, c'est l'étude, donc discuter autour de sujets qui peut nous élever, etc. Et donc voilà. Donc autour de ce prétexte d'un repas, toujours, c'est un livre. Et j'ai plein de copains qui ne sont pas obligatoirement juifs et qui ont acheté ce bouquin-là et qui même l'offrent et qui attendent une chose maintenant, c'est qu'on fasse des repas. Donc, ouais, c'est merde. Je sens qu'on va bientôt en faire un tous ensemble là, pour que vous preniez goût à ça. Mais en tout cas, voilà, ce petit livre, j'en suis très fier. Il y a eu déjà des réimpressions. Et voilà. Donc c'est le premier. Il y aura probablement un deuxième là qui a été commandé par l'éditeur. J'en suis fier également. Voilà. Bravo, madame. À Vanessa Zibi. On enchaîne avec Laurent en plateau. En attendant le MacBook Pro M1 Max qui perd sa touch bar, j'ai testé le Elgato Stream Deck XL. Je me le suis offert, pour tout vous dire. Et un réalisateur, tu veux dire un youtubeur? C'est beaucoup utilisé par les youtubeurs pour c'est le défaut. mini-régie. Donc du coup, je vais dire, n'achetez pas ça. En fait, il y a deux publics. Il y a l'expert du streaming. Et en fait, c'est génial parce qu'on peut déclencher ses actions, lancer, répondre dans le chat, publier. Par exemple, il y a une fonction que je trouve complètement nulle. C'est publier un tweet, mais c'est toujours le même. Je dis, mais c'est débile de publier toujours le même tweet. Non, c'est pour dire je suis live dans 5 minutes. Et donc, la personne qui est en train de se préparer à être live, elle clique et le tweet est publié. Donc, c'est une sorte de clavier c'est un clavier qui existe. Avec des écrans LCD, c'est très bien fait. C'est très bien fait. C'est un clavier qui existe en 6 touches, 16 touches et 32 touches. Et donc, en fait, derrière, ce sont des petits écrans OLED. Et donc, en fait, on peut configurer les écrans, on peut créer des sous-menus. Donc, tu n'as pas seulement... C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des 6 touches. Et avec le 6 touches, ils se débrouillent pour passer d'un écran à l'autre en profondeur. Et les écrans se décalent et tout. Donc, c'est appuyer sur Shift sur un écran, sur un clavier. Tout à fait. Il y a plusieurs claviers. Alors, je vais prendre un exemple. Il y a une fonction que j'utilise tout le temps qui est Pomme, Shift, Alt, V. Qui supprime le format d'un copier-coller. Bon, là, j'ai l'écran juste à côté, j'appuie, la touche, elle est en haut je l'ai mis en haut à droite de mon clavier, poum, c'est la même chose. Maintenant, j'appuie plus que sur une touche. Donc, il y a plein de fonctionnalités. Donc, il n'y a qu'un défaut. Hein. Non. Alors, attends, juste, et je vais pas en parler pendant... Tu vas pas te balader avec ça. Non, mais tu ne vas pas avec ça. Je continuerai à le faire sur le clavier quand je me déplace. Ouais. Mais par contre, il y a plein de choses marrantes. Par exemple, il y a plein de choses qui sont intéressantes, c'est qu'il y a plein d'applications connexes. Par exemple, je peux allumer toutes les lumières Way de la maison chez moi en home. Tableau de bord à la Donc, maison. c'est un tableau de bord, c'est un truc sympa. Donc, je trouve le produit génial. J'ai un énorme reproche à faire, c'est que je trouve qu'il n'y a pas assez d'applications et je trouve que Elgato aurait dû lancer un concours de lancer des applications parce que celles qui existent sont géniales. Par exemple, les applications Way, tu dis je veux telle lampe et c'est facile à configurer. Tu choisis dans ta liste de lampes, tu dis ajouter. Par contre, par exemple, je ne peux pas allumer une prise Eve. Je peux déclencher de la même marque. Qui était la même marque avant, qui est la marque. Par exemple, tu peux déclencher un light strip Eve et changer la couleur parce que le streamer utilise ça pour changer les couleurs de fond, mais tu peux pas allumer une prise Eve. Et je trouve ça dommage. Donc, je pense je vais commencer à m'amuser à coder autour de ça. Voilà, j'ai beaucoup trop parlé aujourd'hui. Merci, j'étais content, j'étais heureux d'être avec vous. Jean-Louis, c'est toi, c'est ta prévenue qui m'a mis. Jean-Louis, il faut l'arrêter. Jean-Louis, ton coup de cœur, si tu en as un. Alors, c'est de l'autopromo, je vais faire comme tout le monde pour être d'accord. Entre les bouquins. Notre zen a 20 ans, donc ça, c'est une grande nouvelle. Donc, vive-nous. Ouais. On a eu la chance de participer à un produit pour Parrot, pour Henri Sédou, qui est peut-être le chef d'entreprise le plus incroyable que j'ai rencontré depuis que je travaille, qui s'est impliqué dans ce drone qui s'appelle Anafi AI, qui est un drone professionnel, qui a des caractéristiques un peu au-dessus du marché, alors qui fonctionne à base d'un SOC, hein, et notamment peut-être les deux plus spectaculaires. Les deux plus spectaculaires sont l'indifférenciation du vol en Wi-Fi, comme les drones classiques grand public, et en 4G. Et donc, on peut voler à 10 km. Il y a un film à Dubaï où le drone visite tout Dubaï en 5G même. Ça, c'est le premier sujet un peu intéressant. Et le second, c'est une protection de l'enveloppe de vol, c'est-à-dire une anticipation des problèmes, des obstacles qui peuvent arriver avec toute l'intelligence artificielle possible qui vont vers le vol autonome. C'est quasiment de la science-fiction. On a été au cœur de ce développement. C'est incroyable. Et les ingénieurs Parrot sont fantastiques, mais j'ai jamais vu une équipe aussi dédiée et un chef d'entreprise au cœur de la machine. C'est-à-dire que, OK, il y a Steve Jobs aux États-Unis,
Mais des Steve Jobs, Il y avait. il y en a aussi en France. Voilà. Bon, c'est un beau compliment pour Henri notamment. Et le produit, tu avais pas un petit scoop sur le designer du produit? Oui, alors ce produit, Olivier restera Olivier, Bah a été dessiné par Thomas Barr, Henri Sédou et un coup de main de Philippe Stark. Ah oui, un petit designer Voilà. débutant très bien. Donc on a hâte de voir ça et d'essayer, même si on n'a pas forcément un usage. Surtout dans la zone où on a installé nos studios à 300 mètres Et- à vol d'oiseau de et- l'Élysée. Et nos designs, nous on a fait tout le software. Super. Déjà sur le modèle précédent. De mon côté, mon coup de cœur, vous l'avez sous les yeux depuis le début de cette émission, ce sont ces étonnants écrans qu'on a installés sur nos petits bureaux dans notre nouveau studio ici rue La Boétie à Paris. Vous êtes nombreux à nous demander qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est des télévisions? Est-ce que c'est des écrans de chez Samsung? Vous savez, les fameux frames de chez Samsung? Eh bien, pas du tout. Ce sont des toiles connectées. Elles sont signées Meural, qui est une filiale de Netgear. Et c'est des cadres qui sont conçus pour exposer des photos. Elles ont été faites à l'origine pour les amateurs d'exposition, pour les musées, pour exposer des peintures, des arts, des photos, et offrir vraiment une image parfaite sous tous les angles, quel que soit l'endroit où vous positionnez. Vous n'avez pas forcément de moirage, c'est vraiment une qualité étonnante. La consommation, elle est raisonnable, et surtout, la luminosité est vraiment parfaite. Ça reste une dalle LCD, hein. C'est pas du QLED, c'est pas une télé, c'est classique, mais le résultat il est assez bluffant. D'ailleurs, LCD, d'ailleurs, Meural appelle ces écrans non pas des télés, mais des toiles connectées, hein. C'est disponible en 13,5 jusqu'au 29 pouces. Et ce qui est très sympa, c'est que pour afficher vos offres d'art, nous, on a affiché les images qu'on avait sélectionnées nous-mêmes de MacBook Pro. Vous pouvez vous abonner via votre iPhone aux offres des plus grands musées du monde. C'est assez amusant pour les afficher dans votre salon. Et vous avez comme ça les plus grands peintres, les plus grands photographes à la maison, et vous changez ça aussi souvent en fonction de vos humeurs, en fonction des saisons. L'étoile connectée Meural à partir de 359 € pour la version 15,6 pouces. Je pense que j'ai été complet. C'est la fin de cet épisode d'En refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dès la semaine prochaine. On va faire vraiment une spéciale. On aura vraiment eu le temps d'aller dans le détail avec Didier sur les performances du 14 et du 16 pouces, surtout quand on reçoit le 16 pouces. Demain, on aura une semaine pour le tester. Merci les amis d'être venus jusqu'à nous. On aura l'occasion d'échanger encore, Jean-Louis, avec grand plaisir. Encore bravo à toute la team d'En refait le Mac, Electronic Production, pour l'aménagement de ce studio. Et merci à vous pour votre fidélité derrière vos écrans. On se donne rendez-vous donc la semaine prochaine. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, vous le savez, je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton. Et n'oubliez pas également de cliquer sur le petit pouce. Cela fait toujours plaisir. Merci encore pour votre fidélité. Et à la semaine prochaine. Au revoir.